Imaginez une gazinière avec 4 feux. Le premier, c'est votre travail. Le deuxième, c'est votre santé. Le troisième, vos relations amoureuses. Et le quatrième, votre famille. On vous a probablement déjà dit que pour réussir, il faut en éteindre au moins un. Et pour réussir en mode high level, vous devez carrément en éteindre 2. Et c'est exactement ce que Clément a fait. Il a accepté d'éteindre un feu de sa gazinière, sauf que c'est pas le seul sacrifice qu'il a accepté de faire. Il a 32 ans, une casquette Pikachu vissée sur la tête et il dirige un business depuis la Thaïlande où il accompagne des femmes à reprendre confiance en elles à travers le sport. Moi, c'est Clément et on m'appelle Coach Bras Cassé. Alors la question du jour, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de sacrifier quelque chose pour réussir dans son business? Et surtout, est-ce qu'on peut, oui ou non, avoir un véritable équilibre dans sa vie et quand même bâtir un business qui cartonne? C'est vrai que pour en arriver au point où tu as besoin de critiquer les gens pour te sentir exister, Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. bienvenue dans le podcast, c'est un plaisir de t'accueillir, Merci Tony. toi et ta casquette. Alors, la casquette et moi, oui, bien sûr. Deux personnages complètement à part. Je te propose de rentrer direct dans le vif du sujet et de parler d'une petite anecdote où tu disais que tu avais reçu un couple Ouais. très hot d'un site très hot pendant un appel de closing. Est-ce que tu peux commencer juste par nous raconter cette anecdote pour rentrer direct dans le vif du Ah, les sujet? pieds dans le plat. Ouais, en fait, pour la faire court, comme tu le sais, quand tu as un programme d'accompagnement, tu fais ce qu'on appelle des appels de closing, donc des appels où tu apprends à connaître la personne, tu leur expliques un petit peu comment se passe le programme. Et il s'avère que j'ai eu un couple en appel, ça arrive de temps en temps, qu'on ait des couples, des fois, c'est assez rare parce que je suis notamment spécialisé auprès des femmes depuis 30 ans, mais là, en l'occurrence, c'était un couple. Pourquoi pas? S'ils veulent faire les choses à 2, pourquoi pas? Et il s'avère que ce couple, donc j'ai discuté avant avec la nana, c'était avec la nana que j'ai discuté, et il s'avère qu'ils avaient une carrière professionnelle du coup sur un site d'ailleurs qui je crois n'est plus autorisé maintenant en France, il me semble, ou sauf si tu as un VPN, un truc comme ça, mais avec un petit logo orange ou jaune ou un truc comme ça. D'accord, il n'existe plus en France. Il me semble que ça a été banni en France, il me semble. Je crois qu'on peut plus utiliser ça. Ça avait fait un petit peu le buzz comme quoi, maintenant que c'est plus autorisé, il y a plein de gens qui allaient être un petit peu en déprime, tu vois? Et puis voilà, ouais, du coup, petite anecdote, de ce couple qui se présente à moi, qui m'explique leur métier, donc comment ça se passe. On ne va pas aller dans les détails, bien heureusement, mais fallait expliquer un petit peu le train de vie, le mode de vie pour que moi je puisse, être à même de les accompagner, de les aider. Et puis voilà, et puis finalement, bon, ça matchait pas trop, évidemment, j'avais peur un petit peu aussi que ça collait pas trop avec le reste de ma communauté, parce qu'on a une communauté. Donc, voilà, c'était assez fun, D'accord. mais ça l'a pas fait, du coup. Parce que normalement, tu fais des coachings de groupe avec tout le monde et tout ça? Ouais, c'est ça. En fait, dans mon programme d'accompagnement, on a un groupe avec tout le monde, toutes les femmes du programme. Donc, ouais, je dois avoir 98% de femmes parce qu'effectivement, ça arrive que des fois, on ait des couples qui rentrent en même temps. Et puis, j'avais peur que ça casse un petit peu la dynamique, tu vois, entre Bérangère, 48 ans, qui est aide-soignante et qui a un gros problème justement, de motivation. Et entre Jackie et Michel, qui font une activité assez particulière et qui ont complètement un autre mood et qui sont au début de la trentaine. J'avais peur vraiment que ça Ouais. casse un petit peu le truc. la Objectif dynamique. performance sexuelle et tout ça? Ouais, voilà, ouais. Mais c'est fun quand même, c'est fun. D'accord. Et pour rester dans la même lignée, juste comme ça, on enchaîne ça dès le début du podcast. Tu disais que tu avais fait plein de boulots différents, fait plein de jobs, tu as fait plus de 45 jobs, il y en a plein que tu détestais, et cetera. Et que du coup, dans ce parcours un peu particulier, à un moment, tu t'es retrouvé à avoir un job où tu vendais des sextoys. Est-ce que tu peux raconter le... En fait, moi, c'est simple, je suis toujours parti du principe que j'ai jamais refusé une opportunité de travailler. Ce qui fait que je me suis retrouvé énormément avec des positions différentes dans des jobs où, j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait des déménagements, j'ai fait des terrassements, j'ai fait de l'usine, j'ai fait de la mise en rayon et du coup, je me suis retrouvé à faire de la vente de sextoys, chez les particuliers directement. C'était souvent pour les enterrements de vie de jeunes filles et cetera. J'ai pas fait que ça d'ailleurs, tu te retrouves aussi à faire des défilés un petit peu olé olé et Ah oui, et je me suis retrouvé, ouais, à faire ça, directement pour les enterrements de vie de jeunes filles. Donc tu arrives sur la table, tu présentes un petit peu ce que tu vends, tu es là à présenter: «Voilà, salut, c'est le rabbit, celui-ci on appelle le rabbit parce qu'il y a un petit lapin, il y a la petite queue, machin». Bon ouais, voilà et mine de rien, c'est une expérience qui est super intéressante parce que imagine-toi le délire que c'est de sortir de sa zone de confort, de présenter ça en mode normal, comme si de rien n'était, dans le plus grand des sérieux et dans le plus grand des calmes et pouvoir vendre ça, tu vois, pendant une soirée, je te dis qu'il faut quand même, vraiment sortir de ta zone de confort et je peux te dire que si mmh, tu arrives à vendre des sextoys, tu peux vendre après des accompagnements, assez facilement finalement, tu vois? ouais. Mais ouais, je regrette pas, franchement, c'était cool, en vrai. Et c'est toi qui faisais les défilés du coup?
Alors, en fait, tu vois, ils te font tester. Alors moi, du coup, j'étais pas tout seul, j'étais avec une collègue qui avait aussi une autre employée aussi. Et du coup, on se retrouvait des fois aussi, alors pour les filles, elles ont aussi et sextoy et des tenues un peu, olé olé, tu sais, tenues coquines, un peu transparentes et cetera. Et du coup, on se retrouve, forcément pour présenter la tenue. Donc moi, ma collègue, c'était une collègue qui était quand même assez fit, qui présentait bien et donc forcément, elle mettait des trucs porte-jartel, machin et cetera, où tu vois un petit peu la peau, tu vois un petit peu tout, tu se retrouves à défiler et forcément, moi, je me retrouve à défiler. Donc comment tu défiles en tant qu'homme? En tant qu'homme, tu pas grand-chose. C'est des petits strings avec des petits trucs, genre avec un petit pingouin, avec un petit éléphant. Voilà, ce genre de truc, quoi. Donc c'était assez fun, ouais. Mais c'est bien parce que ça t'oblige vraiment à sortir de ta zone de confort et à être décomplexé, mais totalement. Et je pense que c'est la première fois où je me suis retrouvé dans un truc où, tu obligé d'être décomplexé, quoi. OK. J'ai une image, je t'imagine avec un string Pikachu. Ah ouais, il avait pas, mais ça aurait pu, ah ouais, c'est quelque chose, hein. Bon, on est rentré bien dans le vif du sujet, rapidement. J'adore ton podcast. Du coup, comment t'es passé des strings Pikachu au, au business en ligne et l'année dernière, du coup, tu as fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Mmh. Est-ce que tu peux raconter un peu le parcours, jusque-là? Ouais, ça a été un long parcours. Encore une fois, moi, il m'a fallu du temps avant de vraiment trouver ma voie. J'ai toujours été dans ce schéma. Je viens d'une famille où tout le monde a toujours fait un CDI, on a toujours eu un Pareil, ouais. employeur, et cetera. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait énormément de jobs. Alors, j'ai toujours eu ce truc inconsciemment je vais jamais bosser pour quelqu'un sur le long terme parce que j'ai fait qu'un seul CDI de toute ma vie et j'ai toujours bossé en intérim, toujours des CDD, toujours des missions. J'ai bossé, à l'époque sur une plateforme aussi qui s'appelait, comment ça s'appelait? Allo Voisin, je crois? C'est Allo Voisin? Ouais, je crois que c'est Allo Voisin. C'était une plateforme en ligne je suis sûr qu'elle existe toujours, qui te permet de rendre des services pour des voisins. Ce qui fait que je me suis Mmh. retrouvé à faire des milliards de trucs complètement différents mais c'était toujours des trucs qui t'engageaient jamais, en fait. C'était des missions, de l'intérim et cetera et j'avais quand même ce petit truc qui me disait c'est tu besoin de ta liberté. C'est pour ça que j'ai jamais eu de CDI qui me retenait canassé. Chose qu'on t'enseigne, tu sais, quand tu sors de l'école, une format scolaire à l'école en France, on te dit: voilà, l'avenir, c'est quoi? Tu as ton diplôme, tu as ton CDI et puis après voilà, tu es parti pour la vie, quoi. Tu es parti pour te faire, dans la même boîte, 20-30 ans et je me souviens, je discutais avec des gens qui étaient dans les boîtes où je bossais quand j'ai fait l'usine, ils me disaient ça faisait 20-30 ans qu'ils étaient à faire la même chose tous les jours et moi, je me suis jamais projeté en train de faire ça, tu vois, pendant 20-30 ans. Et ce qui fait que je trouvais j'essayais de chercher un moyen de devenir, indépendant, de devenir libre et il s'avère que, moi quand j'ai commencé à faire la musculation il y a 11-12 ans maintenant, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie et qui a permis de vraiment repousser mes croyances limitantes. En mode, toi aussi tu peux changer, toi aussi tu peux transformer ton corps, toi aussi tu peux avoir des abdos, chose que je pensais que c'était inaccessible parce que dans ma famille on n'a jamais été comme ça. Et du coup, je me suis dit: «En fait, si tu peux pousser tes croyances limitantes, si tu peux apprendre des trucs que tu pensais que c'était pas possible». Toi qui as fait de la guitare, j'ai aussi appris de la guitare. La guitare, ça t'apprend la résilience. Au début, tu as des cordes sur les doigts, ça fait super mal, tu as des cloques et cetera. Pour apprendre ton premier morceau, faut être quand même vachement résilient, il faut quand même répéter, répéter. Au début, on le sait, toi comme moi, ça sonne, complètement faux, tu vois? Et donc j'ai compris qu'en fait, moi, j'avais une capacité à pouvoir répéter, 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 répéter et apprendre et faire quelque chose de ça et ce qui fait que je me suis dit: un jour, OK, je vais enseigner ça. Comment je peux enseigner que c'est possible de se dépasser, d'apprendre, et de comprendre que finalement on est capable, nous aussi. C'est en passant par la transformation physique. J'aurais pu être, prof de guitare, mais bon, du coup, c'est toi qui avais l'école de guitare, donc moi je suis parti, prof de sport et du coup, ouais, j'ai décidé de passer mes diplômes et de devenir coach sportif. J'ai commencé en salle. Du coup, je suis parti aussi après, bosser, à l'étranger et puis finalement, j'ai fait un petit peu le turnover, en basculant totalement en ligne. Parce qu'en ligne, on va pas se mentir, ça t'offre encore plus de liberté. J'avais toujours même si je coachais en salle, il y a quand même ce truc de tu devais te pointer de 6 heures à 7 heures du matin pour, coacher ta cliente et cetera. Tu devais aller encore, voilà, toute ta matinée, toute l'après-midi, tu étais quand même bloqué. Moi, il me manquait cette liberté géographique et je me suis dit: «OK, je vais faire le pivot et on va partir 100% online». Et du coup, de 2022 maintenant, je suis 100% online. D'accord. Et c'était quoi le déclic qui t'a donné envie de te lancer dans la muscu? Est-ce que il y avait certains, est-ce que par exemple, tu avais certains blocages en mode, je sais pas, je j'ai pas forcément, confiance en moi, en mon corps ou ce genre de choses? Ou c'était plus, une quête de performance? Ou c'était quoi les trucs qui t'ont donné à la base envie qui t'ont permis de démarrer? Ouais, c'est assez marrant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce truc de pas assez confiance en eux, d'être complexés aussi. J'ai jamais été vraiment très, très complexé. Pour te dire, avant que je fasse de la muscu, je faisais quelques pompes et quelques tractions.
je croyais que j'avais un physique de Dieu vivant, tu vois. Alors, pas du tout, pas du tout. Donc, je pensais que j'étais déjà bien et tout, mais c'était vraiment ce truc de aller chercher, pourquoi pas un peu plus loin. Et puis, c'est arrivé un petit peu par hasard. Il y avait une salle dans le coin qui faisait une journée porte ouverte, qui proposait d'aller tester la salle, de faire des cours Mmh. collectifs, et cetera. J'y suis allé avec une pote et puis, finalement, j'ai totalement accroché et je suis un peu tombé dedans, entre guillemets, «par accident», tu vois? Mais j'ai pas eu de gros déclic en mode: Mmh. «Non, je me suis séparé de mon ex, je vais prendre ma revanche sur la vie. Non, je suis trop gros, faut que je reprenne la revanche sur la vie». J'ai jamais eu vraiment ça. Ça serait mentir, ça serait faire du gros storytelling. J'ai quand même eu ce truc de évidemment, on s'est un peu moqué de moi et tout, quand j'étais un peu plus jeune parce Mmh. que j'étais un gringalet et tout, mais c'est pas ça qui a fait que je me suis mis à la salle, en tout cas. Ouais. Moi, de mon côté, par exemple, quand je fais pas de sport à, changer l'identité de sportif, peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront, ils se reconnaîtront là-dedans, mais moi, c'était très difficile pour moi de, changer d'identité. J'avais jamais été un sportif, mais le moment où vraiment tu changes, ton état d'esprit et ta manière de faire, c'est vraiment quand tu te dis: «Ça y est, j'ai, changé mon identité, je suis un sportif» et pour moi, ça a mis pas mal de temps avant que ça arrive parce que, parce qu'en fait, j'étais tellement à l'opposé de ça. En fait, quand j'étais, petit, mes parents, ils m'ont dit, «Tu peux pas faire 2 activités, on n'a pas les moyens de te payer les 2, donc soit tu fais de la musique, soit tu fais du sport, mais on peut pas tu pourras pas faire les 2». Et moi, j'avais tellement envie de faire de la guitare qu'en fait, j'ai choisi de faire de la guitare, mais après, j'avais en fait, dans mon cerveau, c'est genre j'ai fermé les portes du côté, sportif. Je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, je suis juste un guitariste et je serai un gros lard toute ma vie». Ton identité a shifté Ouais. sur le guitariste, du coup musicien. Mais au final, moi, c'était très, très je sais pas, toi, c'était à quel âge, que tu as commencé le sport? Le sport, ouais, c'était à 22 ans. Ah d'accord. Moi, c'était, assez tard aussi, vers 25 ans, je pense. Ouais, Et avant, rien du tout, tu vois? Quand j'étais enfant, tu vois, je faisais des plein de sports et au final, après, il y a eu une énorme période où ouais. juste je fumais des joints et je buvais des bières. C'est pas le même, chemin. Et après, j'ai découvert, tout le développement personnel, sport, Ouais nature, et on va dire réalignement, des chakras et voilà. et c'est arrivé un peu plus tard et du coup, comment tu as shifté toi, ton identité, du coup? Ouh là, je sais pas. Comment c'est arrivé? Je pense que déjà, j'ai la chance d'avoir mon beau-père qui est très, très sportif. Pendant des années, en fait, il faisait pas du tout de sport et vers, ses 40 ans, il a commencé à prendre du poids et cetera et il voulait continuer de se faire kiffer dans la vie, de boire du vin, de manger du fromage et cetera. Mais en même temps, il voulait pas, devenir un gros lard, qui, tu sais, avec son gros bide devant la télé et cetera. Donc il a commencé à faire de la course à pied et en fait, à 40 ans, de ses 40 à ses 50 ans, il a eu une véritable transformation physique où, je l'ai vu passer de, OK. Enfin, un homme, on va dire normal de 40 ans, mais qui prend pas, qui prend soin de lui, mais normalement, à quelqu'un qui devient vraiment un athlète, qui va, courir, tous les jours pendant 1 heure à 5 heures du matin, faire du VTT, faire de la natation et devenir vraiment transformer sa vie au niveau de sa santé et de son sport. Et moi, ça a été vraiment une source d'inspiration pour moi parce que j'avais pas de modèle comme ça, autre que lui dans ma famille et ça m'a vraiment motivé, donc j'ai commencé à courir avec lui. Au début, je flippais parce que il me disait il me dit: «On va courir 10 kilomètres». Je fais: «Mais moi, courir 10 kilomètres, tu fou, genre j'ai pas le cardio, je J'avoue, sais c'est pas un faire peu, ça». Il me fait: «Mais ça va, tu as 20 ans, tu sais, à ton âge, tu peux courir, 50 bornes, tu vas survivre». Et je me suis laissé entraîner comme ça, j'ai commencé à courir, à faire des pompes, à utiliser l'application, tu sais, 7 minutes de sport. Puis au fil du temps, en fait, moi, c'est vraiment un parcours sur des années et puis au bout d'un moment, je fais: «Putain, mais ça fait 2 ans que je fais du sport et je commence à avoir un peu, tu sais, ouais. un corps un peu pas genre en mode, dieu grec, mais en mode, je commence à être un peu taillé». Et puis, du coup, ça motive, c'est encore plus engageant et puis le livre Atomic Habits aussi, Ouais, qui vraiment m'a ancré en mode justement cette identité, OK, de OK. sportif, ouais. Ouais, c'est pas évident, hein, parce qu'on peut vite avoir, tu sais, on parle du fameux syndrome de l'imposteur, ça peut se jouer aussi sur son Mmh. identité du coup indirectement et c'est pas évident avant de réaliser que tu es vraiment tu telle personne, tu as ton identité. Mmh. Effectivement, un truc qui joue vachement c'est, finalement l'entourage, tu vois? Toi, dans ton cas, en plus, surtout quand on voit qu'il est passé de quar à 40 ans, il a changé ça. C'est très, très stylé d'ailleurs, bravo, parce qu'il y en a plein qui se diraient que c'est trop tard, tu vois? Mais effectivement, quand tu as tes proches, quand tu commences à traîner avec des gens, tu sais, c'est un peu comme, les métalleux, ils ont les cheveux longs et cetera. Mmh. Ils parce qu'ils en fait, il y a ce truc, les bikers, ils vont tous avoir des mêmes fringues et tout. Bon, Ouais. j'extrapole parce que je fais aussi du métal, je suis Je très savais que ouais, tu veux m'en dire 2-3 mois après. bah, oui, donc j'extrapole, mais en gros, grosso modo, ça c'est à peu près OK. ça et mine de rien, l'entourage joue aussi, si tu t'entoures vraiment de sportifs, de gens qui mangent bien et cetera, tu vas commencer à te catégoriser comme tel, Mmh. puis même les gens qui commencent à te complimenter, qui commencent à te demander des conseils aussi: «Comment tu as fait ça?» «OK, ouais, d'accord», donc du coup, les gens me demandent des conseils, donc j'ai peut-être un petit peu plus de légitimité, donc peut-être qu'effectivement, ouais, je suis peut-être en fait un vrai sportif, tu vois? Je suis quelqu'un d'athlétique et tout, mais je te rejoins, c'est pas évident à faire la Ouais. transition. Et du coup, parenthèse métal juste, du coup, tu joues du métal ou tu écoutes du métal? Ouais, je joue de tout, en vrai. D'accord. Je peux te faire du Carlos Santana, comme je peux faire, du Trivium, Mmh. je peux vraiment tout faire.
Ok, je me permets de raconter une anecdote, mais mon premier groupe de musique, c'était un groupe de death metal. Je l'ai jamais dit, hein. Personne n'a jamais entendu ça dans mon audience, mais Exclusif. exclusive, rien que pour vous, en vrai. Du groupe, et on était tous fans de Gojira. Ok. Et j'ai même un tatouage d'un album de Gojira qui est caché sous mes autres tatouages. C'est un album The Link. Ok. Lourd. Et pareil, Metallica, c'était genre enfin, j'étais trop fan et ça a guidé toute ma carrière musicale, on va dire. Ok. Ah bah Voilà. trop stylé. Trop stylé. Bah Ouais. franchement ouais, bah, c'est Ouais. la base. Hein. Ouais. Et du coup, donc revenons à ton sport. Là, tu t'es mis au sport, etc. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec cette activité, concrètement? Bah tout simplement en enseignant aux autres à se mettre au sport, à perdre du poids, à prendre confiance en eux, à changer de vie. Voilà. Donc en faisant du coaching. D'accord. Donc, c'est grâce au coaching aujourd'hui que tu vis de cette activité-là. Ouais, c'est mon activité principale. Si c'est Ok. la même chose. Et dès le début, t'as commencé par ça ou t'as eu d'autres choses que t'as testées, expérimentées dans l'entrepreneuriat ou vraiment dès le début, tu t'es aligné directement, c'était les planètes qui se sont alignées parce que Ouais, non, si c'est vrai. Le début, je me suis vraiment lancé dans du coaching qui du coup était en one-on-one, donc du coup Ouais. en physique. Et j'ai en parallèle lancé quelques trucs. J'ai fait du meal prep. Donc en gros, tu prépares de la bouffe et du coup tu Ouais. le vends aux autres de façon pas tout à fait légale à Dubaï en plus. J'ai fait plein de trucs, pareil des trucs de mon côté. J'ai donné des cours, etc. Mais j'ai toujours voulu persister dans ce truc accompagner des gens en termes de coaching, donc de santé, accompagner les gens à être en meilleure santé. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, forcément, moi, c'est l'audiovisuel, les réseaux sociaux, la caméra, etc. Moi, j'aime bien faire du contenu. La création de contenu, c'est vraiment mon plus gros kiff. Aujourd'hui, tu me dis, tu dois choisir. Je sais pas si c'est ton jeu choisir ou pas, mais tu me dis choisir entre coacher ou faire du contenu. Je vois, je préfère encore plus faire du contenu. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire les deux trucs que je kiffe le plus, donc c'est-à-dire le sport et du contenu. Et du coup, ce qui fait que bah, j'ai un peu persisté. Après, ça a pris du temps. Hein. En Mmh. vrai, je me suis lancé véritablement en 2017 en tant Ouais. que coach. Du voilà, ça on est 9 ans plus tard. Donc ça fait un long chemin. Non, mais c'est vrai que c'est bien ce que tu dis, parce que c'est important de réaliser que ça prend du temps. Parce qu'on a l'impression que, hop, je lance mon activité, hop, dans 30 jours, tu sais, avec toutes les promesses et tout ça, qu'on voit que, hop, je vais gagner 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. Ouais, Enfin, de manière transparente, tu as mis combien de temps avant c'est très long. de pouvoir vivre de cette activité? C'était très long parce que j'ai voulu persister comme un gros bourrin avec mon ego de merde en mode bah c'est bon, je peux essayer de le faire tout seul, etc. J'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait bah non, il y a vraiment des stratégies à appliquer avec des vrais tunnels de vente, des vraies méthodes d'acquisition, etc. Bon, je dis ça, mais aujourd'hui j'ai pas spécialement de tunnel de vente, mais il y a vraiment des méthodes simples qui finalement te permettent de débloquer assez facilement des paliers. Et j'ai mis du temps avant de le comprendre. Et j'étais toujours en mode, de toute façon, si je fais du contenu, c'est bon, il y a les gens, ils vont venir, ils vont me demander des informations pour du coaching, etc. Alors oui, ça a un peu marché, mais en fait, tu es limité. Faut pas croire, même si tu as 40 000, 50 000, 60 000 abonnés, en vivant juste de ton audience, sans rien faire derrière, sans aller chercher ton audience, en fait, tu vas être très limité. Si tu touches 2 000 euros par mois en faisant ça, en comptant juste sur les gens qui viennent, franchement, tu t'en sors déjà très bien. Moi, mon objectif premier, c'était ça, c'était 2 000 euros. Le jour où je touche 2 000 euros de moi-même, avec mon cerveau, c'est un truc de fou. Ça m'a pris 5 ans. Et finalement, bah, après, une fois que j'ai atteint ce palier, je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, il faut arrêter les conneries. 5 ans pour faire 2000. Bon, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, la réalité, c'est que ça prend du temps. Après, il y en a qui vont te vendre des trucs en 30 jours, 60 jours, 90 jours. Oui, ça peut, effectivement, si tu as la bonne méthode et tout. Là, j'ai réalisé que ça faisait quand même longtemps qu'il est temps d'aller à l'étape supérieure. Et puis, bah, je me suis formé, je me suis fait accompagner sur le business et tout. Et puis, bah, ça m'a permis de débloquer un palier, ce qui fait que là, bah, on a bien dépassé le chiffre, du coup. Hein. Et tu as dit, il y a des méthodes simples qui permettent de débloquer certaines choses. C'est quoi les réalisations que tu as prises, des méthodes que justement tu as découvertes qui t'ont permis justement de passer de ces paliers-là pour Ouais. débloquer? Ben, je crois que tu en as parlé avec Clément, justement, que tu avais reçu aussi sur Ouais. le podcast. C'est un truc tout con, mais pas d'attendre que ça vienne à toi, mais d'aller chercher les gens. Donc, de la prospection, tout simplement. Et juste d'aller prospecter, c'est quelque chose qui, très facilement, m'a permis d'aller chercher déjà les 5K de chiffre d'affaires chaque mois, 5-10K, juste en allant chercher les gens, tu vois, en allant les DM, par exemple, sur Insta, si on parle de Insta en termes de canal d'acquisition. Toi, je sais que tu es beaucoup aussi sur YouTube. Sur YouTube, il y a peut-être pas les DM, je crois, mais en tout cas, voilà. En tout cas, d'aller chercher l'acquisition
d'acquisition. Et moi, c'est ce qui m'a permis de débloquer vraiment un peu. Puis après, bon, voilà, il y a les méthodes d'optimisation, tu fais des lignes magnets, les gens rentrent dans ton tunnel, etc. Tout ça, c'est des trucs que j'avais pas du tout avant. Pause. On s'apprête à vous partager un maximum de valeur dans cet épisode. Mais avant ça, si vous avez des vraies compétences, mais vous n'avez pas les résultats que vous méritez, si vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que vous tâtonnez et que vos revenus arrivent en montagne russe, c'est pas un problème d'information, puisque vous pouvez tout trouver sur ChatGPT, Claude ou YouTube, mais c'est un problème d'implémentation. En gros, vous savez ce que vous devez faire, mais vous le faites pas. Et c'est pour ça que j'ai créé l'incubateur L'Étincelle pour aider des entrepreneurs comme vous à reprendre le contrôle de votre temps, de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, pour pouvoir vivre pleinement de votre business. Notre objectif, c'est que vous sachiez toujours d'où viendra votre prochain client. Donc si vous vous êtes reconnu, postulez simplement à l'incubateur L'Étincelle en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est 100% gratuit et on vous débloquera un audit gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté et c'est parti pour votre épisode. Justement, je voulais en parler un peu plus en détail. C'est super intéressant ce que tu dis là. C'est quoi le tunnel aujourd'hui, ton tunnel de vente, à quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est quoi les premières étapes? Comment les gens te découvrent? Comment ensuite tu les, je sais pas, tu les nurtures ou tu les prépares? Et ensuite, comment est-ce que tu les convertis? Les grandes étapes qui vont faire que tu vas passer de je te connais pas à j'achète chez toi. Ouais, alors moi j'ai mon canal d'acquisition principal, ça va être Instagram. Je vais avoir de l'ADS aussi forcément avec Meta Ads. Donc je vais avoir deux types d'ADS. Soit une ads qui va balancer soit sur une VSL, soit si maintenant j'ai un challenge pour en gros pour obtenir les coordonnées de la personne. Je leur propose pour le coup une masterclass ou un challenge qui apporte vraiment de la valeur, où je leur explique, bah voilà, c'était une femme de plus de 30 ans que tu galères à perdre du poids. Voici pourquoi, je t'explique dans cette vidéo, donc clique sur le lien. À partir de là, en fait, eux, ils laissent leurs coordonnées. Moi, je les recontacte derrière et j'essaie de creuser un petit peu avec elles. Il y a un petit échange, donc une petite phase de qualification que tu connais, que je suis sûr que les personnes qui écoutent ce podcast connaissent aussi. Petite phase de qualification, tu obtiens un rendez-vous avec cette personne, tu lui proposes un rendez-vous pour voir, maintenant je te propose qu'on aille un peu plus loin. Si on veut débloquer ta situation, on se fait un appel de 30 minutes, on en discute et puis on voit comment ça se passe, si on peut t'accompagner. Et ça, du coup, ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est directement, j'ai une ads qu'on appelle du ads follow. Donc en gros, les gens, ils reçoivent une publicité soit sur Facebook, soit sur Insta, qui en gros les encourage à s'abonner à moi. Dès qu'ils s'abonnent, je les contacte aussi. Voilà, je leur explique qu'il y a une publication, qui va apporter de la valeur ajoutée. Du coup, ils comprennent que ah ouais, du coup, ce compte va peut-être pouvoir m'aider. Donc je les contacte et après se passe le même processus. Évidemment, et puis après, j'ai aussi de l'organique tout simplement via le contenu que je fais. Les gens viennent, s'abonnent et sans les pubs. Donc ça va être vraiment mon canal d'acquisition D'accord. principal. Ouais. Donc, tu as soit les pubs, soit c'est une pub qui ramène vers une sorte de VSL ou vidéo de formation, on va dire, on va appeler ça comme ça. Soit c'est les gens, tu t'envoies une pub pour que les gens te follow et ensuite tu les DM. Soit en fait directement via ton contenu, les gens viennent à toi. C'est quoi qui te rapporte, qui est le plus efficace? Ah, ça va dépendre. Hein. Quand tu es dans des périodes où vraiment en termes de organique, tu buzzes bien, où tu fais vraiment beaucoup de vues, forcément tu vas avoir beaucoup de gens. Comme là, en ce moment, au moment où je te parle, j'ai fait des réels d'essais, donc du coup, tu peux pas forcément les voir toi. J'en ai fait 2-3 qui proche du million déjà en à peine 24 heures. Ce qui fait que forcément, j'ai beaucoup de gens, beaucoup de leads, du coup, qui arrivent. Donc d'ailleurs, en plus, ManyChat est un peu buggé en ce moment. Normalement, les gens reçoivent un message automatique dès qu'ils me follow. Sauf que maintenant, avec ManyChat, en ce moment, j'espère que ça sera résolu, mais le message ne part plus. C'est moi, c'est Bibi qui envoie le message de bienvenue. Après, j'ai un agent IA qui prend le relais. Donc là, en ce moment, c'est clair que c'est l'organique qui va marcher, tu vois. Parce que je sais que quand tu prends 100, 200 abonnés par jour, forcément, tu vas avoir du pourcentage là-dedans. Quand tu dis que tu as un agent IA, tu veux dire que tu l'as set up sur ManyChat et qui peut prendre la suite pour envoyer le message, ou c'est toi qui copie-colle la conversation et tu le gères avec, je sais pas moi, Claude ChatGPT et tu fais ça en... Non, sinon tu t'en sors pas. Sinon. Non, j'ai vraiment un agent IA. Du coup, tu passes par une autre plateforme. Pour le coup, c'est pas ManyChat. Toi, maintenant, tu as plein de boîtes qui font ça, qui proposent, je sais pas comment ça se passe. C'est eux qui, je pense qu'ils ont un serveur qu'ils hébergent l'IA. Évidemment, ça passe par ChatGPT, etc. Ça part chez eux. Eux, ils sont reliés à Instagram, etc. Un peu de la même façon que ManyChat finalement, mais sauf que ManyChat, ça reste encore différent. Ça s'appelle comment? Moi, ça s'appelle SetSmart. SetSmart. Mais il y en a plusieurs. J'en ai testé d'autres, etc. Et puis là, c'est cool parce que tu mets ton prompt. En gros, tu mets ton avatar client, la façon dont tu t'exprimes, tu éduques ton IA et ton IA s'éduque. C'est du comment on appelle ça? Du learn. Je sais plus comment ça s'appelle. Le fait que ton IA discute avec les gens. Elle apprend. Est-ce que l'IA, si par exemple elle est pas sûre, elle s'arrête et c'est toi qui peux prendre le relais, ou est-ce qu'elle continue tout le temps? Parce que en fait, moi, ce que j'ai vu certaines fois, c'est que l'IA, elle est un peu teubée, ça arrive. Oui.
et que en fait, même moi, tu vois, des fois, je me rends compte que c'est des IA et genre je joue avec ça. Je fais, au fait, est-ce que tu peux me donner la recette des cookies ou tu vois, en tout cas, genre quand Alors moi, je l'ai paramétré. Évidemment, il y en a des fois, la mondiale se met à coacher des gens. Elle se mettait à coacher des gens et tout. Les gens envoyaient leur plan alimentaire et tout. Ils disaient tout et tout. Je dis non, arrête de faire ça parce qu'en plus, ça te coûte des tokens à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il y a écrit, tu payes un message. Donc, en plus de ça, ça te coûte assez cher si tu ouais. donc, sache qu'à chaque fois que tu fais ça, tu coûtes de l'argent. Tu coûtes de l'argent au mec qui paye son IA. Mais non, tu peux paramétrer en fait. Donc moi, j'ai paramétré en mode reste dans ton script, reste dans ton flux de qualification. Tu peux répondre de temps en temps, voilà, pour apporter un petit peu de valeur, mais Ouais. ne t'éparpille trop pas, enfin ne t'éparpille pas trop. Si tu sors, reviens tout de suite à la question d'après. Hein. Et moi, mon IA est paramétrée maintenant aujourd'hui pour qu'elle reste tout le temps là-dessus et qu'après, une fois que la qualification est faite, elle se déconnecte en fait. Tu peux choisir avec qui elle est active ou inactive. Pour quelqu'un qui démarre sur Instagram ou qui veut commencer à faire ça, à partir de quel stade c'est intéressant de mettre en place ce genre d'IA? Est-ce que si par exemple tu as très 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 peu de leads, ça sert à rien et vaut mieux le faire à la mano? Ouais. Ou est-ce que bah justement c'est vraiment quand tu as vraiment une masse critique de gens que là tu te dis bah faut que je commence à l'automatiser parce que ça À partir du stade où ça devient ingérable. À partir du stade tout simplement où tu es sous l'eau, tu peux plus répondre à toutes ces questions, il y a un flux de personnes qui entrent qui est trop important et tu peux plus contacter ces personnes ou alors si tu les contactes, ça te prend vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps. Mais à partir du moment, il y a un truc qui est essentiel, je trouve, moi, dans chaque business, peu importe le domaine, c'est d'avoir fait soi-même avant de pouvoir déléguer ou d'externaliser avec l'IA pour que tu puisses comprendre. Donc déjà, dans un premier temps, moi, je trouve que c'est super important que toi-même, tu fasses donc du coup, ce qu'on appelle du setting. S'il y en a qui n'avaient pas compris, ça s'appelle du setting, que tu fasses toi-même ce setting parce que c'est important, ça va t'aider à comprendre ton avatar, à comprendre leurs besoins, à comprendre comment est-ce que tu pourras orienter ton appel par la suite, à comprendre qui est-ce que tu as à faire, à comprendre un petit peu leur situation aussi, dans quoi ils bossent, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de financer, etc. Parce que j'ai plein de gens qui me demandent justement, des coachs sportifs, qui me demandent des conseils sur ça. Ouais, moi je veux un setter, je veux un closer et tout machin, mais mec, t'as encore pas commencé. Commence déjà toi par setter, commence déjà toi par closer, parce que sinon en fait tu vas jamais voir les backstage. En fait, tu vas jamais voir comment ça se passe. ouais, Donc ça, il faut expérimenter d'abord. ouais. Bah, moi, par exemple, j'ai un setter aujourd'hui et bah, je vois que des fois, il galère sur certains trucs. Et comme moi, j'ai l'expérience de l'avoir fait et que je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, bah, je peux le coacher pour lui dire, bah là, en fait, tes conversations, elles vont pas du tout parce que ton accroche, elle est claquée au sol ou parce que ça, c'était vraiment bien dans ce que tu as fait. Mais le truc, c'est que si je l'avais laissé en autonomie à 100% sans avoir d'expérience, lui, il a peut-être moins d'expérience que moi parce que moi, je l'ai fait plein de fois. En fait, il aurait répété les mêmes erreurs encore et encore et encore et en fait, il aurait jamais eu de résultat. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au début, c'est qu'il a envoyé plus de 800 messages d'outbound et il avait eu 0 réponse. Je fais, mais c'est pas possible, tu vois. Ouah, c'est un truc de fou. Et en fait, là, on est en train tu vois, de tout revoir le truc parce que je dis, bah non, mais en fait, c'est parce que on n'a pas fait les bonnes étapes. Et quand tu connais, on va dire, la méthode, parce que toi-même, tu l'as pratiqué, tu peux rectifier le tir, sinon tu vas juste Ouais. nulle part, quoi. Non, mais ça, c'est primordial. C'est primordial parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu, tu seras jamais capable en plus de voir si, par exemple, j'imagine que tu as travaillé avec plusieurs personnes. Moi aussi, c'est le cas avec plusieurs Ouais. setters, avec plusieurs closers. Tu même pas en capacité de voir si ton closer ou ton setter, il est bon finalement, tu vois. Chose qui est difficile à trouver en plus entre toi et moi. Ouais. Donc ouais, c'est essentiel que toi aussi, tu sois passé par là. Et puis, c'est toi qui connais ta niche, c'est toi qui connais ton avatar en plus de ça. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, ton offre, elle ressemble à quoi? C'est une offre avec un abonnement ou comment elle est structurée, du coup? Non, c'est pas une offre avec un abonnement, tout simplement, c'est un programme d'accompagnement. Alors ça va dépendre des durées, l'offre qui se fait le plus, ça va être du 6 mois. Je vais partir sur du 6 mois en général, ça peut être du 3 mois, du 6 mois, du 1 an. Honnêtement, aujourd'hui, à 95%, 90%, c'est du 6 mois. Et puis tout simplement, ils vont payer tout simplement l'accompagnement, pas par abonnement, ça va être soit du comptant, soit pour ceux qui sont vraiment plus en difficulté, je le fais de temps en temps. Avec PayPal, on peut payer 4 fois maintenant aujourd'hui pour ceux qui sont en France. Ouais, ça va être comme ça. Ouais. Et je dis ça parce qu'à un moment, je sais que tu avais une offre à abonnement qui était vraiment pas chère. Ouais. Tu l'as encore, du coup? J'ai toujours. À 2,99 € par mois. Bah, pourquoi tu l'as lancé et Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? déjà, il faut préciser ce que c'est l'offre à Ouais. 2,99 €. L'offre à 2,99 € qui est un système de plan alimentaire que tu reçois sous forme de newsletter, tout simplement, par mail, que j'ai lancé il y a déjà, je pense 3-4 ans, je pense, à l'arrivée de ChatGPT. GPT, c'est quand ça a vraiment explosé. C'est il y a 3 ans, non? Je pense, hein. Oh. Il y a à peu près 3 ans. En fait, tout simplement, je me suis dit: «Attends, il y a l'IA qui vient d'arriver, j'ai quand même une bonne petite audience, il y a moyen d'avoir pas mal de monde». C'est tout bête, mais une offre récurrente à 2,99 €, si tu invites une centaine, 200, 300 personnes, bah, ça te paye quand même ton loyer, tu vois? Donc, sans rien faire. Donc, forcément, ChatGPT est arrivé. J'ai fait générer, un tas de plans alimentaires, 54 semaines, 55? Il y a combien de semaines dans 52. l'année?
52 semaines de plan alimentaire. Et Mmh. en fait, quand ils arrivent, en fait, ça leur donne une trame. Alors, il n'y a pas de quantité dessus, qu'on soit bien clair, parce qu'effectivement, sinon, ça serait complètement inapproprié. Il n'y a pas de quantité, donc c'est quand même, j'ai bâti un système autour. Ils reçoivent une vidéo avec moi qui leur explique comment t'alimenter, comment gérer ton alimentation en extérieur, comment adapter les quantités à ton besoin, comment utiliser du coup une application pour que tu puisses gérer tes quantités et tes calories, etc. Et à partir de là, chaque semaine, ils reçoivent une trame qui leur dit bah en fait quoi manger. C'est vraiment pour ceux qui ont aucune idée de comment bien s'alimenter. C'est Mmh. aussi simple que ça. Et ils reçoivent ça toutes les semaines. Et du coup, ça c'est 2,99 €. Donc tu as cette offre-là, tu as l'offre de coaching principale et tu as autre chose ou c'est vraiment ces 2-là principalement? En termes de non, après j'ai des programmes en autonomie, donc qui passent D'accord. par système de formation, un peu comme, tu peux trouver sur School. Du coup, moi je passe par System.io, mais Ouais. j'ai ça, mais ça c'est pas le truc sur lequel je fais ma promo, et j'ai ça aussi. Et c'est quoi la répartition, en termes de pourcentage de ce que ça représente, financièrement? Est-ce que ton coaching, ça représente genre 90 de tes revenus ou? De ce que moi je génère avec, mon activité de coach, 99,8 % je pense. D'accord. Pourquoi tu élimines pas les autres alors? Parce que ça me demande aucun travail. En fait, si tu veux, l'offre, de 2,99 €, elle est déjà mise en place. Donc c'est tout simplement un système de C'est newsletter. automatique, quoi. Donc c'est automatisé et en plus, c'est mon IA du coup qui l'envoie en fait, les gens testent un mois, ils balancent. Soit ils testent un mois, ils kiffent et ils continuent, soit ils se désabonnent, c'est sans engagement. Donc c'est automatique, tout simplement. Et ensuite les programmes, c'est pour ceux que j'ai en appel en closing, par exemple, qui ont vraiment pas du tout le budget, bah, je vais les orienter sur le programme qui est la même méthode que je fais en accompagnement, mais du coup sans accompagnement. Donc du coup, je la garde sous la main et du coup, ça me permet de pivoter un petit peu, D'accord. c'est pour ça que je la garde, mais sinon je travaille pas dessus, je perds pas de temps dessus. Bah, je te propose de pivoter dans le premier mini-jeu. Tu es chaud? Allez, feu. Allez. C'est un nouveau mini-jeu, je l'ai fait, une seule fois, je l'avais fait avec, Aline de The Bee Boost dans un épisode précédent. Et donc ça s'appelle le tribunal du coach business et OK. donc je te balance des, affirmations sur la monétisation, le coaching et etc. Et toi, tu réponds soit coupable, soit innocente en une phrase. Alors coupable, ça veut dire du coup que c'est vrai ou, c'est innocent, c'est-à-dire que c'est vrai? C'est toi qui choisis. Et après tu donnes une tu dis, selon ta définition OK. et après tu dis une phrase pour justifier pourquoi selon toi. Tu es chaud? Allez, c'est parti, let's go. OK, let's go. Pour vendre cher, il faut avoir un gros compte Instagram. Bah, du coup, si je pars dans la logique non, innocent, OK. c'est ça, on est d'accord? Ouais, ouais. Ouais, innocent, ouais, tout à fait, non. Je connais des gens qui ont même pas 1 000 abonnés qui font 10 000 € par mois. D'accord. Vendre une offre à moins de 50 balles par mois, c'est se tirer une balle dans le pied. Je dirais coupable parce que je l'ai fait. Ma première offre était, bon, pas loin, à 69 €, mais en même temps innocent parce que ça peut te permettre de te lancer dans le process, de prendre confiance en toi et de après réévaluer ton offre, pardon, et d'augmenter ton offre au fur et à mesure. Évidemment, tu OK. commences pas tout de suite avec une offre à 2 000 ou 2 500 €. Au début, tu as besoin de tester un petit peu. Donc en vrai, coupable et innocent, En gros, pour gagner ta vie, c'est galère, mais pour pouvoir te lancer et gagner en confiance, c'est très bien. c'est cool. Si t'as pas un tunnel de vente automatisé, t'as pas un vrai business. Bon, c'est faux, enfin, c'est innocent, quoi. Non, non, pas forcément, en vrai, tu peux quand même avant d'automatiser ton tunnel et cetera, comme on le dit, tu as quand même un certain palier. Je pense que le palier des 5K, des 10K, tu peux vraiment aller jusqu'aux 10K, je pense. C'est le chiffre symbolique. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais on te faire un bon salaire en faisant tout à la mano, en vrai. Aujourd'hui, avec les réseaux, tu as même pas besoin de tunnel. Tu démarches les gens, enfin, tu vas discuter avec les gens. C'est toi qui vas envoyer le premier message. C'est toi qui fais le setting avec les gens. C'est toi qui prend le rendez-vous avec les gens. C'est toi qui fais l'appel avec les gens. Tu as tout fait à la mano. Je pense que tu peux tirer un bon revenu juste avec ça. Après, on va pas se mentir, automatiser, ça reste, un bon gain de temps quand même. Tu peux pas vendre à des mamans en faisant des défis hardcore sur YouTube. Innocent, tu peux, tu peux, ouais, tu peux, voilà, bah, je l'ai fait. OK. Et plus t'es niché, plus tu gagnes. Moi, je sais pas et d'ailleurs, franchement, sincèrement, je saurais pas te répondre à cette question. Je dirais, en manière générale, pareil, je dirais coupable et innocent. De manière générale, il faut se nicher, mais après, est-ce que plus t'es niché, est-ce que tu rentres dans l'ultra niche, ça devient peut-être un peu contre-productif? Ouais. Je sais pas trop. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus d'ailleurs. Ben, un peu comme tu viens de dire. Si tu dis, je vais cibler les femmes de 47 ans qui ont un labrador avec des poils Ouais. longs, etc. C'est vrai que ça sert à rien. Mais après, c'est toujours pareil. Tu vois, si tu dis, j'ai une agence marketing qui aide tout le monde sur un peu tous les problèmes, il y en a tellement qu'en fait, tu te noies dans la masse. Donc, c'est vrai qu'il faut, en fait, c'est trouver les bons éléments sur lesquels se nicher. Parce que si tu essaies de te nicher sur un truc qui sert à rien, la couleur du chien de la meuf, ça sert à rien. Mais par contre, si tu dis, je cible tel type de problème pour tel type de personne ultra précis, plus ciblé augmente Mmh. va t'aider à vendre. Donc c'est pas juste plus ciblé de manière générale, juste je vais cibler un truc à fond sur un truc ultra détaillé. C'est
qu'est-ce que je vais cibler, quel est le truc sur lequel je vais me nicher. Ça peut être se nicher sur un problème, ça peut être de se nicher sur une cible, ça peut être de se nicher sur un mécanisme unique, ça peut être de se nicher sur... tu as différentes manières Ouais. de te sous-nicher qui vont te permettre en fait de pas juste te nicher pour rien. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ok. Mm. J'avais hâte de parler de cette deuxième partie, de cette fameuse casquette Pikachu. Parlons-en. Non mais en vrai, déjà j'aime bien, je trouve que c'est cool. Et déjà pourquoi et pourquoi? Ben, regarde, toi-même, tu viens de le dire. T'aimes bien, tu trouves que c'est cool. Tout simplement parce que les gens aiment bien et les gens trouvent que c'est cool. Du coup, ce qui permet d'ouvrir les discussions beaucoup plus facilement, ce qui permet d'avoir une approche. En fait, moi, je me donne pas du tout une image de hard bodybuilder, de quelqu'un qui va dans des compétitions. Alors la casquette, je l'avais pour le coup, je l'utilisais déjà bien avant de me nicher chez les femmes de plus de 30 ans, mais je trouve que ça fait aussi sens parce que, bon, déjà, celles qui sont dans la trentaine, elles sont aussi de notre génération, donc elles connaissent forcément Pikachu et tout. Et surtout, ça éloigne vachement de cette image de ah ouais, lui, il va me faire 6 séances par jour, bouffer de riz, dinde, brocoli, etc. Indirectement, ça joue vachement. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent bah, je t'ai contacté parce que j'ai trouvé ton contenu qui était cool, qui était fun, qui était aussi à la fois inspirant et éducatif. Et puis tu as une casquette Pikachu, donc je t'ai suivi, etc. Il y a vraiment ce truc de la casquette Pikachu, c'est un petit peu tu sais, la petite pichenette là que tu viens ajouter à la fin, le petit finisher, tu vois. Donc ouais, puis en vrai, ça t'ouvre plein d'opportunités, même dans la vie de tous les jours. Je te jure, c'est ouf. Tu la portes tout le temps? Non, 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 pas tout le temps. Ah OK. Ah, je l'ai mise pour le podcast. Je la D'accord, porte occasionnellement, mais pas tout le temps. d'accord. Mais dans toutes tes vidéos par contre? Non, pas spécialement. Non? J'ai plein de casquettes. D'accord. En vrai, j'ai plein de casquettes. Je vais la mettre à majorité pour que ça se ressorte dans le feed, mais j'ai plein de casquettes. J'ai des casquettes Stitch, de Lilo et Stitch, j'ai des casquettes Panda, j'ai des casquettes Gros Goût de Mandalorian. J'ai plein de trucs. Ah, tu as Goku! Incroyable. Et est-ce que ça t'a déjà desservi dans ton business? Est-ce que tu as déjà eu un moment où genre je sais pas, quelqu'un s'est dit: «Ouais, c'est ridicule» ou un truc comme ça? Jamais. OK. Et c'est pour ça, récemment, j'ai vu un contenu d'un coach qui disait: «Non, mais les coachs qui font du contenu fun, qui font du contenu viral sur Instagram, mais vous allez jamais réussir, vous allez jamais marcher, et cetera». Et c'est là où je suis pas du tout d'accord, en fait, parce que en fait, ça dépend de l'approche que tu vas avoir. Et moi, elle m'a toujours servi cette casquette. Mmh. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. Comment tu fais pour enfin, toi, tu as une partie fun, mais c'est quand même, justement, faut rester terre à terre pour attirer des clients parce que Mmh. sinon, si tu es juste en mode un rigolo ou un clown, ça on te dit: «On n'achète pas un clown, on achète, à quelqu'un de sérieux». Toi, tu as quand même, tu as une bonne énergie, tu le mets en avant, tu fais des blagues et cetera. Tu fais des réels où, qui sont un peu, what the fuck en mode, alors là, je sais pas si j'ai un exemple en tête, il y en a plein où tu vas dire, je sais pas: «Voici comment faire des exercices» et tu vas faire l'opposé de ce qu'il Ah faut oui, oui, faire. oui, oui. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte de faire coexister les 2? Et est-ce que à toi, à la base, tu vois, genre, avoir la partie humoristique, ça je sais pas, c'est une partie vraiment intégrante de ta personnalité et tu Mmh. avais envie de le mettre en avant? Ouais. Ou, tu l'as plus greffé pour faire en sorte que ce soit, quelque chose de mémorable? À savoir que, ouais, en fait, ça, ce truc, ce côté un petit peu plus fun et tout, c'est vraiment un truc qui me permet moi-même de kiffer ce que je fais beaucoup plus et du coup de tenir sur le long terme. Tu sais que c'est super important de kiffer ce que tu fais. C'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Moi, je sais pertinemment que si je me ferais chier à faire que du contenu, même si j'adore ça, que voilà comment tu as perdu du poids. C'est déjà de la perte de poids, c'est assez redondant. Hein. Tu tournes vite en rond de toute façon. Je me serais déjà probablement lassé, tu vois? Je sais que c'est en plus de ça pas la meilleure stratégie parce que forcément du coup tu te diversifies un peu trop dans ce que tu fais. Je vais faire des trucs un peu motivation. Je sais que ça me entre guillemets, ça me tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave. J'en vis quand même très bien et j'en suis très content et ça me permet de kiffer à 100 le process. Et du coup, comment tu fais pour, en gros, pour mettre quoi, un petit peu entre guillemets «la barrière»? C'était un petit peu ta question. En fait, c'est tout simplement, il y a un temps pour tout. Et quand les gens, moi, je les ai en appel, ils captent direct. Des fois, je la mets, des fois, je la mets pas. Ça va dépendre un petit peu des gens, tu vois. Bah, c'est ton expertise qui parle, c'est ton sérieux qui parle. Et voilà, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps maintenant prêt pour parler de la personne. De toute façon, quand on en appelle, on parle essentiellement de la personne qui est en face de nous. Et que là, bah voilà, on rentre vraiment dans du sérieux. Et bah, tu as des diplômes, tu as appris, tu as un domaine d'expertise, de connaissances qui prouve que ouais, t'es pas juste un guignol, tu es quand même là pour vraiment aider la personne. Il y a aussi bah, tout le travail que j'ai fait en amont, toutes les transformations que j'ai déjà eues, donc la preuve sociale, qui montre aussi que, OK, peut-être on dirait un guignol avec sa casquette Pikachu, mais il a quand même fait des super transfos. Il a quand même un petit physique, tu vois, il y a quand même un peu des biceps et tout, donc ça montre que le mec quand même, il pratique lui-même, il sait de quoi il parle. Et je trouve que c'est important de pouvoir dissocier ça. Mais effectivement, il y a quand même ce truc qui dit aussi, mais en même temps, c'est OK, t'inquiète, moi avec moi, ça va bien se passer, on n'est pas armés, c'est cool, tu Mmh. viens de me parler, ça va bien se passer, quoi. Ouais. C'est ça.
En fait, le bénéfice que je vois, moi, c'est, le truc, c'est que si tu regardes juste des coachs sportifs ou même des coachs business ou des grandes thématiques comme ça, tu as des milliers de clones, en fait. C'est hyper difficile de, enfin, peut-être je disais, on peut se différencier avec le mécanisme, avec, le problème ou quoi que ce soit. Mais à la fin de la journée, tu as quand même, 10 coachs, sportifs, c'est les mêmes ou même 100 coachs sportifs ou coach business, hein, je dis ça, mais ou, développement personnel ou quoi que ce soit. Tu en as plein, 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 plein qui font exactement la même chose. Si je veux dire, après, bah, chacun a sa personnalité et cetera. C'est aussi le personal brand qui va permettre de se différencier. Et si tu regardes Alex Hormozy, lui, il a un vieux scotch sur le nez. Il dit que c'est pour, pouvoir, mieux respirer. On le sait tous que Mais c'est du personal branding. c'est du personal branding et c'est smart parce qu'en soi, les conseils qu'il donne, ils sont hyper basiques, en fait. C'est ça, en fait, il a le storytelling du mec qui est en mode le gros bourrin avec sa moustache, avec son scotch sur le nez et c'est justement, en fait, ce qu'on va, se rappeler de lui, tu vois? Le truc auquel on pense, c'est: «Ah, c'est, si quelqu'un le connaît pas, il va dire: "Ah, c'est le mec avec la moustache et le scotch sur le nez, le gros bourrin qui travaille, 24 heures par jour" et voilà. Et du coup, le bénéfice, c'est que en fait, ça permet de te sortir du lot, un peu comme le mouton noir au milieu de tous les moutons, qui va, peut-être pas plaire à tout le monde. Mais justement, c'est ce qu'on veut, on veut pas chercher à plaire à tout le monde et je trouvais que c'était intéressant et moi, il y a un truc, il y a peu de gens qui savent, mais quand j'ai démarré, mon école de musique sur la guitare, j'avais un branding aussi très, très marqué. En fait, OK. c'était bon déjà, je parlais de rap et mes premières vidéos, j'avais appelé ça le labo rap et en fait, j'avais une tenue de médecin, enfin la blouse blanche De comme, médecin? enfin blouse blanche OK. avec, sweat à capuche vert, casquette blanche et en fait, je disais: «Bah, voilà, c'est le labo rap», en fait, le labo guitare et cetera et en fait, j'ai une blouse de médecin et donc quand je jouais, de la guitare, en fait, j'étais, un peu identifié comme ça Énorme. et ma chaîne de guitare sur la guitare, elle est passée de 0 à 10 000 abonnés en 1 an et Waouh, dinguerie. je pense que ça a joué vachement, sur le, enfin, elle est passée de 0 à 25 000, non, de 5 à 25 000 abonnés en 2 mois, en fait, OK. surtout et je pense que cette tenue, en fait, le fait de se différencier faisait que je pouvais sortir du lot facilement et après j'ai abandonné ce branding-là parce qu'en fait, comme je voyageais, c'était super chiant. J'avais trop chaud avec, ma blouse de médecin en Thaïlande. J'ai continué, j'ai voulu chercher en fait un peu signe différenciateur comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais me teindre la barbe en rose? Est-ce que je vais, tu vois, un truc un peu, Donc tu avais déjà ce truc à l'époque de il faut vraiment un signe, ouais. ah c'est stylé. Et tu vois, genre j'y pense encore aujourd'hui, tu vois? Je me dis: «Ça pourrait être bien», tu vois? Qu'est-ce qui fait bon, bien sûr, tu vois, j'ai mon offre qui est différente et cetera. Comme toi, tu as ton offre qui est différente, tu as ton contenu et tout ça. Mais d'avoir un élément visuel ultra différenciateur, bah, tu sais que quand quelqu'un il est en train de Mmh. scroller: «Oh, casquette, Ouais. Pikachu, hop, si ça m'intéresse et que Ouais. j'aime ton contenu, je vais m'arrêter direct». Moi, je trouve que c'est super important en vrai parce que comme tu l'as dit, en fait, tu reconnais pas forcément tu t'arrêtes direct, mais en tout cas, au moins, tu reconnais direct. Ça peut être même la couleur, tu vois? Les néons que tu mets derrière et tout, si c'est toujours le même code couleur et tout, bah, les gens vont capter direct que c'est toi. Mais effectivement, c'est un moyen de te différencier, c'est clair, hein. Ouais. C'est clair. Personal branding, Mmh. c'est super important. Surtout, sur les réseaux, je trouve en plus où tu exprimes ta personnalité et tout, bah, ça fait la diff, hein, quand même. Mmh. Comme tu dis, là, on est dans une ère où il y a beaucoup, beaucoup de gens, tellement de créateurs de contenu, bah, il faut un peu sortir du lot, quoi. Ouais. Donc, pika pika. Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui nous écouteraient et qui se diraient: «Vas-y, j'ai envie de me mettre une, casquette Pikachu», bon peut-être pas une casquette Pikachu, mais un symbole un peu, on va dire, mémorable, mais qui auraient pas, les couilles de le faire ou qui hésiteraient, qui auraient peur de que les gens se moquent d'eux ou Bah, s'il a envie de le faire, en vrai, moi, si on me pose la question, ouais, j'ai envie de faire ci et ci, enfin, j'ai envie de faire ci et ça, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre un truc ou faire une moustache un peu what the fuck ou, une femme qui fait une coiffure complètement délirante et qu'elle dit: «Ouais, mais j'ai peur qu'on me juge et tout». Je lui dis: «De toute façon, t'inquiète pas, fonce, de toute façon, tu te feras juger, quoi qu'il arrive, tu te feras défoncer». Je me fais défoncer tous les jours. Je me suis encore fait défoncer aujourd'hui, tu vois? Parce que j'ai une casquette Pikachu et que je raconte de la merde. Donc, franchement, après, forcément, au début, les premiers commentaires négatifs, ça va un petit peu t'impacter. Mais après, de toute façon, tu vas apprendre et il faut te dire que de toute façon, bah, si on parle de toi, que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est quand même bon signe dans tous les cas et c'est que tu avances. Donc, ouais, je dirais, enfin, te soucie. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Vas-y, fais-le et on s'en tape du regard des autres. On sait très bien que oui, on s'en fout du regard des autres, mais c'est plus facile à dire qu'à faire sur le mmh. papier, tu vois? Moi, personnellement, je sais que j'ai passé ce cap. Je suis complètement hermétique à toutes les critiques et tout. Je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de monde, tu vois? Et comment tu as fait pour réussir à passer le cap et justement à te créer cette carapace pour, ne pas, te sentir atteint lorsque tu reçois des critiques?
Est-ce que t'as toujours été comme ça? Est-ce que c'est venu avec le temps? Ou est-ce que tu as mis en place, je sais pas, certaines stratégies pour te dire: «Vas-y, je m'en bats les couilles de ce que les Ouais. gens pensent de moi»? Mais moi, j'ai toujours été second degré. J'ai toujours été dans le fun, j'ai toujours été dans l'humour. Donc, forcément, déjà, moi, de base, quand on me clash, quand on me vanne, moi, j'ai toujours aimé même l'humour noir et tout, tu vois? J'ai jamais trouvé ça scandalisant, tu vois? Quand il y avait des, comment il s'appelait? Enfin, malheureusement, qui est décédé, Bunaimin, je crois. Bunaimin, tu sais, l'humoriste, qui était d'origine, je crois, chinoise, si je dis pas de conneries en plus, et qui balançait des trucs ultra hardcore et tout. Moi, ça me pliait de rire. Moi, on pouvait dire n'importe quoi, j'ai toujours rigolé. Donc, ce qui fait que déjà de base là-dessus, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que les gens se scandalisent pour tout et n'importe quoi. Si tu dis un mot de travers, les gens ils vont direct t'attendre au tournant, ils vont te tacler. Et aujourd'hui je me fais tacler mais tout le temps. Dès que je dis un truc de travers, je vais me faire exploser. Mais en fait il faut que toi tu connaisses ta vraie valeur. Tu sais ce que toi t'apportes, tu sais ce que toi tu fais. Moi je sais qu'aujourd'hui j'accompagne les femmes, je change des vies, je transforme des vies, j'inspire des gens, j'inspire ma famille, j'inspire mes voisins. C'est bon. Moi, voilà, quand je me lève, je peux me regarder dans le miroir. Quand je vais me coucher, je peux toujours me regarder dans le miroir. Et je sais que je suis aligné avec ce que je fais et avec qui je suis. Donc, finalement, on peut me critiquer. Les gens, je les connais pas. Un truc qui se dit tout con, mais c'est vrai que les gens, ils perdent leur temps à te critiquer sur les réseaux. Imagine, les gens, ils sont là. C'est un truc de, je sais pas si tu connais Bazinga ou pas? Non. Non, Bazinga, c'est un mec qui est dans le fitness, qui est français aussi. Et il parle souvent de ça, des gens qui te critiquent. Et il y a un truc qu'il dit que j'aime bien, qui je trouve qui est très puissant. Imagine, t'es là, t'es père de famille ou t'es mère de famille, tu as tes enfants qui sont en train de jouer à côté, toi, tu es sur ton téléphone, tu es en train de scroller et tu es en train de commenter, de te dire de la haine sur les gens pendant que tes gamins, ils sont en train de jouer à côté et tout. Genre, tu pas autre chose à foutre, sérieux, que de commenter. Va t'occuper de tes gamins, va t'occuper de ta femme qui t'aime ou de ton mec qui t'aime. Sortez, amusez-vous, mais arrête de perdre ton temps à commenter. Et je me dis que les gens qui font ça, ils ont forcément une vie Ouais. qui est misérable, tu vois? C'est comme ça que je me réconforte. C'est vrai que pour en arriver au point où tu as besoin de critiquer les gens pour te sentir exister, tu dois vraiment être très malheureux ou ah non, c'est clair. Ah ouais, ouais, non, ouais. Donc si tu arrives à ça, à le visualiser et à le conscientiser, en vrai, tu te dis que: «OK, bah, en fait, ça va, ma vie est peut-être mieux que celui qui critique», tu vois? À un moment, du coup, donc t'as une chaîne YouTube que tu as alimentée pendant pas mal de temps, pendant, plusieurs années et tu as fait des défis, hardcore dessus, du coup, tu avais, soulevé, 50 tonnes en moins de 4 heures, s'entraîner 2 fois par jour pendant 30 jours, bouffer un max de calories, 10 000 calories par jour ou, au contraire, brûler 2 500 calories dans la même journée. Déjà, qu'est-ce qui t'a emmené à ce format-là? Franchement, je vais te dire la vérité, à l'époque, j'avais aucune conscience de qu'est-ce qui marche pas, je voulais juste kiffer. C'est vrai que je suivais des contenus, des gens qui faisaient des défis. Par exemple, il y a un Américain qui est assez connu, qui s'appelle Jesse James West, qui faisait pas mal de contenus comme ça, qui faisait des défis. Maintenant, qui va un peu plus faire peut-être qui se rapproche un peu plus de Thibaut InShape, tu sais, qui va voir des gens de ce qu'ils font dans leur quotidien et tout. J'étais tout simplement un gros consommateur et de ce genre de contenu et je me suis dit: «Ouais, je trouve ça trop stylé et j'ai envie de faire des trucs comme ça, j'ai envie de kiffer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'aurais kiffé quoi qu'il en soit» et je suis parti là-dedans. Mais il y avait pas du tout de démarche de: «Je vais pouvoir monétiser ça». Comme tu l'as bien compris, en plus aujourd'hui, j'accompagne les femmes de plus de 30 ans, du coup, forcément, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y avait pas cette démarche cette réflexion de si tu lances une chaîne YouTube, il va falloir que tu fasses quelque chose avec et que tu monétises quelque chose derrière, pas, qui viennent des AdSense ou, de tes vues et cetera. J'avais pas ce truc de, il va falloir que tu récupères potentiellement des mails, que tu lâches un lead magnet dans tes vidéos et tout. J'avais pas du tout ça. Donc, franchement, il y a aucune réflexion. D'accord. Ça, c'était juste le goût du challenge, le goût de l'aventure et puis c'est OK. tout. Et c'est quoi le défi le plus hardcore que tu as fait, du coup? Sur mes vidéos YouTube? Que tu referais pas, ouais. En vrai, je pourrais tous les refaire parce que c'est fun quand même. Mais un truc tout bête, mais manger 2500 calories et les dépenser dans la même journée. Alors manger 2500 calories, c'est très simple. Par contre, dépenser 2500 calories, on dirait pas comme ça, mais c'est super dur. Bah, faudrait faire un marathon, un truc comme ça tous les jours et tout. Et ouais, en fait, ça veut dire que toute la journée, tu es vraiment obligé d'être actif. Va falloir que tu fasses 2 séances de sport, que tu fasses potentiellement un run. Parce que les gens se rendent pas compte, hein. Mais une séance de sport, un petit run, ça va être entre 400 et 600 calories maximum, que tu vas brûler. Voilà, tu as fait ta séance, tu as brûlé 400 calories. Maintenant, il te reste encore, presque 2100 calories à brûler. Tu fais quoi maintenant? Donc, juste avec l'activité physique, c'est du boulot, ouais. Ouais. Donc, on perd de temps. Du coup, là, aujourd'hui, donc, tu as ton Instagram qui a plus de 60 000 abonnés. Tu avais cette chaîne YouTube que tu as créée, après ou avant? Bien avant. Donc, tu as créé ta chaîne YouTube. Ensuite, tu as créé ton Instagram. Et pourquoi tu as abandonné ta chaîne YouTube, du coup? Qu'est-ce qu'elle devient, cette chaîne YouTube? Pourquoi tu l'as mise à l'abandon? Ouais, bah alors du coup, elle est pas spécialement abandonnée parce qu'aujourd'hui, on a de la chance qu'il y a des shorts.
Donc Ouais. les formats courts du coup de Instagram qui sont redéversés sur YouTube. Donc j'ai quand même ça qui part. Bon après pour l'instant j'en fais pas énormément de choses. Écoute, c'est toujours en réflexion, figure-toi, pour être tout à fait franc avec toi. C'est toujours en mode, j'ai cette chaîne YouTube qui vient là et le jour où je me dis: «J'ai envie de me lancer vraiment à 100 dans la création de contenu», que j'ai réussi à automatiser à 100 mon business, après j'ai toujours envie de coacher pour l'instant, donc aussi c'est pour l'instant une question de ce que tu toi, Mmh. de ce que tu vises aussi, tu vois? Mais si un jour je me dis: «Oh, par la casquette du coaching, je veux plus du tout coacher et j'ai envie de faire 100 de la création de contenu», et l'avantage, c'est que je sais que je suis capable de le faire, sincèrement, avec tout ce que j'ai fait. Je sais que je suis assez, maintenant résilient. Je sais que je peux apprendre. Je sais que je me formerai si je le fais. Et ben, c'est toujours dans un coin de ma tête en mode: «Oh, peut-être qu'un jour, il y a un monde où je fais un virage à 180 degrés et je pars 100 sur la création de contenu». Donc, pour l'instant, cette chaîne, elle reste en stand-by. Elle est pas morte, alimentée avec des shorts. Ouais. Peut-être qu'un jour, futur Thibaut IK, on sait pas. Non, pas, j'ai pas cette ambition à ce point-là, mais peut-être un jour. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le canal Instagram, spécifiquement? Pourquoi j'ai choisi le canal Instagram? Bah, parce que c'est peut-être celui qui a marché le mieux, hein. Je me suis aussi lancé sur TikTok. Ah, même pas d'ailleurs, c'est faux. Parce que j'ai lancé et TikTok et Instagram en même temps. Ouais. Le TikTok a pris beaucoup plus rapidement. J'ai fait très rapidement 40 000 abonnés. Il y a déjà de ça, je crois que c'était, bon, alors c'est juste après Covid, donc malheureusement j'ai pris le train un peu trop tard sur TikTok. Entre parenthèses, c'est quand même le Covid aussi qui m'a permis un petit peu de vivre de mon activité aujourd'hui. Merci le Covid. Merci le coco. Non, malheureusement, je souhaite pas parce que je sais qu'il y a quand même, Ouais. plein de gens qui sont partis et tout, mais je souhaite pas que ça recommence, même si Mmh. entre toi et moi, c'était la meilleure période de toute ma Ouais. vie. Mais en vrai, en tout cas, ça c'était Ouais. autre chose. Ça a lancé plein d'entrepreneurs, mais bon, bien sûr, il y a eu des conséquences dévastatrices, mais ça a Ouais. lancé plein d'entrepreneurs, quoi. Moi, j'ai kiffé, j'étais en vacances, moi. À l'époque, j'étais en train de finir de me former et je bossais chez Carré Vacances et bah, du coup, chômage technique. C'est fou de dire ce mot, chômage technique. Mais du coup, moi, j'ai kiffé ma vie à l'époque et c'est là où j'ai commencé à construire mon Instagram. Donc Mmh. mon Instagram commence vraiment de cette époque-là finalement et TikTok, le TikTok a pris vraiment plus, mais après TikTok, c'est pas du tout la même audience, on va pas se mentir. Je sais pas s'il y en a qui arrivent vraiment à vivre en termes d'audience de TikTok. Tu utilises toi TikTok ou pas? Ou ça balance automatiquement, Ça mais balance automatiquement, ouais, après mais j'étais pas au courant parce que je regarde pas du tout TikTok, mais comme moi j'ai mes vidéos qui s'envoient automatiquement, ma sœur l'autre jour elle me fait: «Eh mais tu sais que tu es connu sur TikTok?» Je fais: «Quoi?» c'est énorme. Je suis pas connu, façon de parler, j'ai genre plusieurs milliers d'abonnés. Je fais: «Mais j'ai jamais vu ça», tu sais? Genre j'ai Ouais. jamais été sur TikTok, mais en fait comme ça se balance automatiquement, en fait j'ai des vidéos qui pop et tout ça, genre il y a de la vie, tu vois? Mais moi je suis pas au courant, tu vois? Énorme. Genre j'ai créé un petit écosystème par là-bas, ça vit tout seul en fait, tu Ah, vois? c'est énorme. Non, ben moi, la même sur TikTok, pour te dire, j'ai même l'application est désinstallée. J'ai même plus l'application. Donc, je sais que j'ai les contenus qui partent automatiquement dessus. Je sais même pas ce que je fais. D'ailleurs, Ouais. ça se trouve, si je regarde là, ça se trouve, j'ai 100 000 abonnés. J'en sais rien. Mais en tout cas, dernière nouvelle, j'avais 40 000 abonnés. Donc, et puis, bah ouais, l'audience est quand même moins qualifiée, moins Ouais. jeune. J'ai eu des clients, même de TikTok, mais du coup, c'était des clients avant que je sois spécialisé chez les femmes, des beaucoup plus jeunes et qui, en plus de ça, ont moins de moyens, etc. Donc, je fais, ouais, c'est bon. Unique. TikTok, Ouais. voilà, casquette. Et justement, en parlant d'Instagram, toi, c'est quoi, est-ce que tu as une stratégie de contenu pour, justement, les shorts, les, vidéos, réelles, tu vois, un peu toute ta stratégie de contenu, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ouais. En termes de fréquence, de type de contenu Ouais. et tout ça? J'ai évidemment, ouais, une stratégie. D'ailleurs, faut vraiment que les gens comprennent ça, c'est que tu peux pas avoir, vraiment un business assez stable en balançant des trucs comme ça complètement au hasard. Donc évidemment, il y a plusieurs types de contenus, ça va dépendre un petit peu des écoles, mais en gros, il y en a 4, 5, 6, ça va dépendre. Tu auras des contenus, un peu plus perso, tu vas être un peu plus en mode storytelling, du coup, qui va te servir un peu plus aux gens, bah, de comprendre qui tu es. Tu vas avoir du contenu, un peu social proof, donc qui va un peu plus prouver ce que toi tu fais. Tu vas mettre des témoignages, des transformations, contenu apport de valeur. Moi, j'ai rajouté la catégorie du coup fun, un peu plus viral, qui est pas forcément conseillé, mais moi qui me fait kiffer, donc je m'en fous. Puis après, voilà, il y en a peut-être une ou deux catégories en plus, mais et je conseille vraiment bon, normalement, il y a quand on se lance, d'avoir vraiment une vraie structure. Moi, pour être tout à fait franc, c'est quand même moins structuré, mais j'ai quand même conscience que je vais quand même je le fais un peu plus de façon intuitive. Et je balance énormément de contenu aussi. Aujourd'hui, je tourne entre 2-3 vidéos par jour. Ah ouais, Entre 2-3 réels par jour? 2-3 réels par jour. Donc, D'accord. je balance Ah ouais, c'est énormément. énorme. Ouais, c'est énorme. Je balance énormément de réels. Donc, entre 2 à 3 réels par jour. Après, attention, j'en recycle aussi un petit peu, hein, donc, forcément, voilà. Entre 2 à 3 réels OK. par jour et du coup, je vais essayer de faire en sorte
à chaque fois varier. Et je sais aussi, j'ai aussi un petit peu le feeling, tu vois, pour qu'il y ait un équilibre. Donc, je sais quand c'est le bon moment de balancer un contenu un peu plus fun, un peu plus viral. Je sais quand ça va être le moment de, des fois, j'ai trop de leads qui rentrent. Donc, on va peut-être un peu plus calmer sur certains contenus et tout, parce que sinon, ça devient ingérable et tout par rapport à mes rendez-vous pour appeler les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, je suis en termes de closing, là, je suis redevenu tout seul. Bon, on parlera plus tard peut-être, mais je suis actuellement tout seul à closer. Du coup, ce qui devient vite ingérable si tu as trop de leads entrants. Et vu que j'ai des appels tous les jours, je suis obligé de doser un petit peu. Tu vois. Ça, c'est un bon problème. Ouais, c'est un très bon problème d'avoir trop d'appels, c'est clair. Donc, il faut avoir une stratégie. Ouais, D'accord. ça, c'est important. C'est quoi les posts qui te permettent de générer le maximum d'appels sur Instagram? Ou c'est les réels, c'est plutôt des stories, c'est quoi qui fonctionne le mieux pour toi? Et réel et story, les deux. Donc, les stories vont forcément, ça va être peut-être un outil de conversion qui va être sensationnel pour les personnes qui te suivent déjà. Donc, qui va prendre un petit peu plus de temps, je pense. Ça va être compliqué de convertir quelqu'un en story. Enfin, c'est possible, bien évidemment, hein, mais c'est plus compliqué de convertir quelqu'un en story qui vient de s'abonner à ton compte, qui vient d'arriver, que quelqu'un qui te suit déjà depuis des mois, qui sait ce que tu fais, qui voit ce que tu fais, etc. En story, après, tu balances un petit sondage et puis tu vois un petit peu, ça te permet de jauger, d'aller chercher les gens. Donc, tu sais que les gens que tu vas avoir à partir de ces stories-là, c'est des gens qui sont beaucoup plus chauds en termes de qualification. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et puis après, forcément, les posts à valeur ajoutée où du coup, moi, il y a un CTA, un call to action, où je vais leur dire de commenter telle chose pour recevoir un produit gratuit, une aide, un truc comme ça, une liste, je sais pas trop quoi. Enfin, j'en ai plusieurs. Et ça, forcément, sur des posts qui vont bien marcher, c'est quelque chose qui va aussi convertir derrière. Donc, par exemple, là, je pense à Muriel, qui est une de mes clientes. Ça fait déjà maintenant plus de 2 ans qu'elle est avec moi. On a fait une super transformation. J'ai fait un post que j'ai épinglé. Tu peux aller voir le post. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont commenté le call to action. Je leur dis de commenter méthode pour qu'ils comprennent la méthode que j'utilise avec Muriel. Ça, c'est un post qui me génère beaucoup, beaucoup sur toute l'année. Enfin, moi, voilà, post à valeur, ouais. Ça, Post image ou réel quand tu dis post? non, réel, réel, ouais, Ouais. réel, ouais. C'est vrai que je poste très peu de posts images pour le coup. D'accord. Mais je suis plus vidéo. Ouais. Et est-ce que tu as une stratégie pour les stories? Ou c'est ouais. Si, non, si, en vrai, ouais. Tous les jours, je vais essayer de poster donc déjà, je vais poster aussi beaucoup de contenu personnel. Ouais. Donc, toi, par exemple, je reviens de 2 mois de road trip là, en Thaïlande. Du coup, je fais un road trip jusqu'à la Thaïlande pendant 2 mois avec la moto que tu as vu là. Incroyable. Tout ce voyage, je l'ai documenté à travers mes stories, je monte des trucs et tout. Et les gens s'intéressent vachement quand même. Ils veulent voir ouais? quand même. Ils veulent connaître quand même ta vie. Ils veulent, tu vois, même toi qui fais du contenu business et tout, je suis persuadé que les gens, ils sont quand même grave intéressés par ce que tu fais, comment tu vis ton quotidien, etc. Donc ça, sans être influenceur, tu vois, t'es pas là pour ça, mais les gens kiffent et sans spammer parce qu'après, si t'en mets trop, les gens, toi, ils décrochent aussi. Donc, ma stratégie, c'est quand même montrer tous les jours un petit peu de life, un petit peu de la vie de tous les jours. Ma personnalité aussi, donc un peu de fun aussi de temps en temps. Des fois, je me donne des blagues. Des fois, là, je suis un peu teubé aussi, donc voilà. D'ailleurs, ça me surprend toujours aussi. Du coup, ça permet d'accrocher quand même pas mal de femmes de plus de 30 ans, parce que moi, j'ai un humour aussi à des fois un peu chic des fois, tu vois. Donc franchement, mais les gens rigolent et tout, et c'est fun. Et enfin voilà. Et je vais quand même balancer de temps en temps quand même du témoignage, des transformations clients. Donc au moins un jour sur deux, je vais balancer une transformation client. J'enregistre aussi en ce moment, je teste un nouveau truc. À chaque fois que je rentre un nouveau client dans mon programme, je vais m'enregistrer en train de lui souhaiter la bienvenue, etc. Tu vois, ça montre un petit peu la hype. Les gens, ah ouais, putain, il y a encore une nouvelle personne. Moi aussi, j'ai envie d'en faire partie, j'ai envie d'en être. Tu vois, il y a ce truc de hype. J'essaie de faire monter tous les jours. J'essaie de faire un peu monter la sauce. Même si ça fait baisser un petit peu le reach sur les stories, c'est pas grave. Ça qualifie quand même vachement plus les gens, je trouve, et ça permet d'attirer un peu plus de gens. Si quelqu'un voulait vraiment être structuré pour démarrer, je sais pas, sur Instagram et avoir une stratégie de contenu, en gros, tu pourrais lui dire, tu me dis si c'est ça, un jour, tu fais du contenu perso, tu racontes ta life. Un jour, tu fais du contenu où tu apportes de la valeur. Un jour, tu fais un témoignage. Le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, tu fais un CTA en mode un peu bourrin. Au fait, je recherche 3 entrepreneurs, je recherche 3 personnes. Et après, tu peux répéter 2-3 jours quelque chose que tu as déjà fait et répéter la boucle toutes les semaines comme ça, quoi. Ouais, grosso modo, c'est un peu ça. Je pense vraiment avoir un petit calendrier perso, un petit planning que tu sais exactement, OK, quel jour je vais faire tel post et effectivement quelle story. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui va te permettre de garder structuré parce que tu vas vite pouvoir sortir de ce cadre si tu n'as pas ce cadre. Et d'ailleurs, big up à Clément, je suis sûr qu'il doit écouter le podcast, qui fait ce genre de post, qui avait fait un post où il expliquait justement ce qu'il recommandait lui. Lundi, faire ci, mardi, faire ci. En fait, en vrai, si tu suis sa structure, en vrai, tu as une vraie structure. Et avec ça,
je te garantis, tu vas faire 5K, avoir un peu plus de sortir un peu plus en dehors des sentiers coups, ouais. battus. Un petit peu comme à l'image de, je crois que c'était Elio que tu avais reçu aussi, qui disait que il peut s'en battre les couilles de son contenu parce que maintenant il a une bonne audience. Je crois qu'il disait qu'il recommandait lui-même de pas le faire, il me semble. Si je dis pas de conneries. Ouais. C'est ça, hein? Donc ouais, c'est un petit peu l'avantage après quand tu as construit ton audience et tout. D'accord. Et juste un point sur lequel je voudrais rebondir, sur lequel tu as évoqué tout à l'heure. Tu as dit que là, aujourd'hui, tu faisais les appels par toi-même. Donc, ça veut dire qu'à un moment, tu as eu une équipe et que Ouais. ça s'est arrêté. C'est quoi qui s'est passé du Alors coup? j'ai toujours une équipe, du coup, j'ai une équipe, j'ai 3 coachs dans mon accompagnement, donc qui s'occupent de gérer aussi mes clientes avec moi. J'ai eu un setter, j'ai eu 2 closeuses, plusieurs, enfin plein de closers même, mais jusqu'à 2, je suis monté jusqu'à 2 closers en même temps. Actuellement, bah, il se trouve que tout simplement les choses ont fait que, bah, soit j'ai décidé d'arrêter de bosser avec certains, soit certains ont pris un autre chemin qui fait que, bah, moi, ça va être ma prochaine mission là, c'est un petit peu mon focus de cette année, c'est recruter une équipe pour le recrutement, pour le closing, tout simplement. Voilà. Setter closer, du coup? Pas setter. Setter. Sincèrement, le setter, j'ai été trop déçu, j'ai perdu trop de temps. Moi, je suis désolé, je vais rester sur l'IA en termes de setting. Bonne chance à tous les setters et tout. Moi, c'est bon, le setting, le setter, c'est terminé. Les closers, par contre, jusqu'à ce que l'IA ne close pas encore, je vais avoir besoin encore de closer, ouais, d'un closer ou deux, c'est clair, parce que là, pour l'instant, ça me fait beaucoup de taf encore à ce niveau-là. C'est dur, hein, à trouver des bons closers. Ouais, Parce que ça aussi, pareil, ça demande de les former. Parce qu'à chaque fois que j'ai des closers qui rentrent, du coup, j'écoute leur appel, je les forme aussi. C'est ultra chronophage. Ouais. Je déteste faire ça. Ouais, faut savoir un truc assez marrant, c'est que je déteste être au téléphone. Ah ouais? Et je suis tous les jours au téléphone. Ah Et ouais. je déteste ça. Alors, en fait, je le fais en mode ça va, tu vois, c'est le taf. Mais si je pourrais m'en passer, je m'en passerais bien. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'il faut, surtout que si tu fais pendant longtemps, des mois, des années, quelque chose que tu détestes, au bout d'un moment, tu vas détester ton boulot, quoi. Moi, je déteste faire du setting. Je déteste envoyer des messages. Par contre, le téléphone, j'ai pas de problème, tu vois. Je peux parler, ah, trop bien, je suis content de te parler, tu T'es vois. un tchatcheur, toi, c'est pour Ouais. ça. Toi, t'es un musicien, tu t'emboucanes tout le monde, toi. Est-ce que tu as une leçon de management que tu as tirée de ces expériences de recrutement et tout ça, que tu aurais voulu savoir plus tôt ou c'est quoi ce que tu en as tiré comme leçon, de ces expériences? Bah, déjà, en termes de leçons, tu pourras jamais attendre de quelqu'un qui fasse la même quantité de taf que toi, qui ait la même implication au niveau du taf que toi. Là où toi, c'est ton propre business, là où quelqu'un que même si t'as beau l'impliquer, si t'as beau le mettre bien financièrement, etc., c'est pas son business. Donc, indirectement, il va dépendre de toi et tout. Donc, tu pourras jamais te reposer à 100% sur, en tout cas, en l'occurrence, dans le closing and setting. Après, dans les autres domaines et tout, c'est peut-être encore différent. Mais voilà, c'est un peu mon truc. Je conseille de vraiment, et en plus, enfin, il y a trop de gens qui s'associent et tout. Le business se casse la gueule et tout, machin. L'associé se casse. Il y a plein de business comme ça se passe super mal, tu vois. Du coup, mon premier, vraiment le vrai conseil, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du setting, juste en début de podcast, c'est déjà forme-toi. Toi d'abord, apprends à faire du closing, apprends à faire du setting, apprends à faire du contenu, apprends à faire du montage vidéo, apprends, et comme ça tu pourras être en capacité de déléguer, de leur dire de qu'est-ce que tu attends toi d'eux, et d'être en capacité aussi de voir ce qu'ils font, de contrôler quand même un minimum le taf pour qu'ensuite tu puisses leur faire confiance à 100%. Et voilà, aujourd'hui, moi, mes coachs, par exemple, les 3 coachs, ils ont carte blanche. Je leur fais 100% confiance, et parce que j'ai fait évidemment du coaching et j'en fais toujours aussi, mais parce que voilà, je suis passé par là, et ça, c'est là où mon domaine d'expertise il est le plus haut, parce que je me suis formé pendant des années. Ça fait 12 ans que je fais de la musculation, que je fais du sport, que je connais la perte de poids et tout. Donc, forcément, en termes de coaching, je suis ultra calé là-dessus, tu vois. Totalement d'accord. Bah, moi, c'est pareil, à un moment, j'ai eu un closer et je m'étais dit: «Bah, voilà, c'est un truc un peu qui prend beaucoup de temps, en fait, tu vois, qui demande beaucoup d'énergie de devoir, Tellement de temps. bah, si tu fais plusieurs appels par jour, au bout d'un moment, enfin, tu vois, t'as plus tout ton cerveau pour pouvoir faire de la création de contenu, même d'énergie juste pour ton couple ou pour, même voir des amis et cetera, tu vois? Ça te draine ton énergie parce qu'il faut être c'est pas juste même c'est pas comme une conversation comme maintenant, tu vois? C'est vraiment, tu focus, tu dois réfléchir à chaque mot, tu peux pas faire la moindre erreur, Les gens se rendent pas compte, justement, les conversations que mes closers ont eues avec les clients et tout. Dis-toi que je suis arrivé à un point où, du coup, pour optimiser mon temps, je les analysais pendant mes séances de sport. Mais mes séances de sport, du coup, elles devenaient nulles à chier parce que du coup, t'es focus dessus. Et combien de fois je dis à ma meuf, elle me dit, bah, comment s'est passé comment ton workout?
Bah, c'était nul en fait. J'ai niqué ma séance parce qu'en fait, j'ai écouté pendant 3/4 d'heure un appel de vente qui a même pas été closé pour leur dire où ça a pas où ça Horrible. et en plus pendant l'appel, tu sais quand ils disent pas le truc que t'attends, t'es là, tu fais: «Mais non, putain, t'aurais dû dire ça et tout machin» Ouais. et t'es plus focus dans ton entraînement, t'es plus focus dans ce que tu fais. Ouais. Les gens se rendent pas compte, mais c'est infernal. Ouais. C'est chronophage. Moi, j'ai 2 tips pour les gens qui nous écoutent par rapport à ce sujet-là. Régale-nous. Premier tips, l'autre jour, j'ai fait un appel de vente. Je l'ai complètement foiré. Ça arrive à n'importe qui. Tu peux pas être parfait tout le temps et du coup, je me suis planté. Et en fait, j'utilise un outil qui s'appelle Fathom. Fathom, que tu connais peut-être, qui permet d'enregistrer tous les appels, que ce soit les appels de coaching, de vente, etc. Sauf que ceux qui utilisent Claude et qui moi je suis un fervent utilisateur de Claude, et ben maintenant ils ont rajouté un nouveau connecteur qui permet de connecter Fathom à Claude et en fait directement depuis Fathom, je peux dire Non. au fait c'est quoi mon dernier appel machin, hop, il le retrouve. Ah au fait comment ça s'est passé, etc. Donc je me questionne et l'utilisation que j'en ai faite, que le tips que je voulais donner, c'est de dire bah voilà, retrouve-moi les passages où je me suis planté et où j'aurais dû faire mieux. Concrètement, j'ai créé un skills qui me coach, c'est un skills roleplay. Et dans ce skill, je lui ai dit maintenant tu vas active le skills de roleplay, donc c'est une compétence qui m'aide à m'améliorer. Et maintenant on va refaire la conversation et tu vas me poser des questions, tu vas te mettre dans la peau du prospect. Et si je me plante, tu me rectifies. Si je continue, on continue la conversation pour que je m'améliore et que je refasse la conversation pour que je devienne meilleur. Lourd de ouf. Et ça fonctionne de ouf. Mais c'est énorme. Et du coup, genre, tu crées ton skills, donc juste une première. Non, d'abord tu fais un essai, tu testes une première fois, tu fais toute la conve, tu vois ce que ça donne, tu donnes des rectifications à Claude, des machins, etc. À la fin de la conversation, tu lui dis, au fait, bah voilà, je suis content du travail qu'on a fait ensemble. Enregistre-le, fais-moi-en un skills, hop, enregistré. Et la prochaine fois que je te dis le mot roleplay, bah en fait, tu pourras me relancer sur cette conve. Ah, j'ai cru que t'allais sortir une dinguerie en mode, il est connecté en live pendant que tu fais tes appels et il te dit quoi répondre. Que t'allais Ouais. partir là-dedans. Mais ça, ouais, très, très stylé, en vrai. Et puis Ouais. même, du coup, peut-être que, j'imagine, pour corriger, potentiellement, du coup, tes closers, pour Ouais. les aider à s'organiser, ça peut être cool. Deuxième. Tu connectes avec Zapier, du coup, les deux? Non, si, c'est intégré à C'est intégré directement. c'est dans Claude, quoi. Et en fait, j'en ai pas que 2, mais je vais rester sur 2. Deuxième tips que je pourrais donner par rapport à ça, c'est bah, moi, par exemple, j'ai recruté un bras droit en fait qui m'aide à faire les roleplays en fait avec les membres de mon équipe. Bah, là, par exemple, j'ai un setter et en fait, c'est vrai que c'est très très chronophage de devoir review les conversations au jour le jour, etc. Donc certes, bah là, j'ai voulu reprendre un peu la main parce que justement, je voyais que ça partait un peu en couille à certains endroits, mais en tout cas, je sais que cette personne-là, elle est vraiment formidable et elle m'aide vraiment à structurer, à cadrer le truc. Et moi, ça m'aide aussi à sortir un peu de l'opérationnel, puis à aussi aller dans ma zone de génie. Parce que si je fais que des trucs que je déteste, au bout d'un moment, je pète un câble littéralement. Et tu vois, on ne fait pas du business pour faire que des trucs qui nous font chier, même si je sais que ça fait partie du package. À un moment, il faut aussi faire des trucs qui nous animent, etc. Et si tu es tout le temps à lutter à faire des trucs que tu détestes, bah, tu te crées juste une prison. Et nous, on veut juste aussi avoir un truc qui nous fait kiffer. Donc, moi, le plus rapidement je peux sortir des trucs que je déteste, plus je suis heureux. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, bah non, mais c'est bien. Moi, j'ai aussi pensé à un moment donné aussi, justement, recruter limite, en fait, monter vraiment une team et recruter un head of sales, du coup, qui s'occupe de gérer tes sales. Du coup, ça implique d'aller sur un palier un peu plus haut. Je me dis que, en fait, t'as envie d'aller après sur le stade où tu gères, du coup, un humain qui gère d'autres humains, qui gère, trop à faire plus de gestion d'humains que ça. C'est un truc que je me pose aussi, mais, je sais pas si je suis prêt à franchir le cap encore là-dessus. Mais je sais qu'il y en a plein qui le font, hein, ça. Mais du coup, toi, t'as aussi la bonne parade pour le coup. Là, c'est une très bonne transition parce qu'on parle de vente, etc. Ah, il va m'allumer. Et on va arriver sur le deuxième mini-jeu qui s'appelle la machine à objection. C'est la première fois que je fais ce mini-jeu-là pendant un podcast puisque j'aime bien innover un petit peu, à tester des mini-jeux. Du coup, je vais jouer le rôle d'un client type, d'une maman un peu sceptique qui voudrait éventuellement rejoindre ton accompagnement. Je te balance des objections. Je te balance 5 objections, tu essaies de me closer. L'objectif, c'est pas, on n'est pas là pour être les meilleurs. Déjà, on sait bien que de base, nous, on est là pour accompagner des gens, apporter une transformation. L'objectif, c'est pas juste de closer absolument et de se faire un max de thunes. C'est aussi, comme tu le disais très bien tout à l'heure, d'apporter une transformation dans la vie de tes clients, de pouvoir les aider, de pouvoir transformer leur vie, que les personnes peut-être se sentent plus en confiance avec leur corps, etc. Mais pour pouvoir aider les gens, il y a certaines barrières mentales, certains blocages. Et pour pouvoir aider ces gens-là à prendre la meilleure décision pour eux, on passe par cette phase de closing. Et du coup, moi, je vais te donner des objections. Et toi, tu vas essayer de faire de ton mieux pour essayer de me closer. Ok. Est-ce que à chaque fois, je dois te balancer un monologue du coup, ou est-ce qu'il y a un échange? Tu peux faire un échange.
Tu fais comme naturellement, tu le fais comme tu le sens. Ok, vas-y. Bon, bah, c'est bien, ça m'a réchauffé. Ouais, franchement, c'est un test. J'ai jamais fait ça. Ça- Vas-y, bah, je suis chaud. Attention, il y en a, ils vont avoir la pression. Quand tu vas leur faire ça. Parce qu'ils vont se dire, vas-y, je vais me faire juger et tout. Vas-y, je suis chaud. T'es chaud, vas-y. J'ai déjà. Pourquoi je pense à une voile? J'ai déjà essayé 3 coachs, ça n'a jamais marché. Qu'est-ce Pardon. que qu'est-ce que tu proposes de différent? Poker face. Ok, Gisèle. Donc, tu as essayé 3 coachs, ça a jamais marché. Est-ce que les coachs avec qui tu as essayé de bosser en amont, ils étaient eux-mêmes spécialisés avec des femmes de plus de 30 ans? Non. Connaissent les problématiques des hormones, qui connaissent les problématiques de vie de maman, qui connaissent les problématiques de emploi du temps très chargé, de il faut rentrer à la maison, payer monsieur, etc. Non. Donc, forcément, tu te retrouves avec un coach qui a une méthode qui est pas forcément adaptée à la tienne. Moi, aujourd'hui, ce que je te propose, Gertrude, Gisèle, je sais plus c'est quoi ton prénom, Gisèle. On va t'appeler Joséphine, du coup. Joséphine, ce que je te propose aujourd'hui, moi, c'est simple, c'est une méthode qui est adaptée aux femmes de plus de 30 ans. Tu vas être dans un vrai groupe avec d'autres femmes qui ont les mêmes problématiques que toi et qui ont réussi à le faire. Certaines sont déjà dans un stade avancé, elles l'ont déjà fait, elles ont réussi à manager leur emploi du temps, elles ont réussi à faire avec ce qu'elles peuvent faire et ça s'est très bien passé. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement qui est fait sur mesure pour une femme de plus de 30 ans, qui a des problèmes au niveau hormonal où les hormones changent, qui a une vie de maman occupée, qui a un emploi du temps, qui a du stress, etc. D'accord. Tu achètes? J'a- J'achète, mais j'ai une autre objection. Et du coup, ça m'a l'air super. Je me rends compte que c'est adapté par rapport à mon profil. Et du coup, moi, j'ai 2 enfants et un travail, donc je suis pas sûr d'avoir du temps. Comme je te le disais, Joséphine, ne t'inquiète pas pour le temps. Nous, on a l'habitude ici. Moi, ce que je vais te proposer, c'est pas une méthode extrême. On n'est pas là pour préparer une compétition de bodybuilding. Je vais pas t'amener aux Jeux Olympiques. Ok, Joséphine? Moi, le but, c'est vraiment qu'on compose avec ce que tu peux faire. En fait, c'est très simple. La plupart des gens, leur problème, c'est qu'ils veulent atteindre un niveau de fitness qu'ils ne pourront jamais atteindre. Moi, ce que je te propose, c'est ce fitness, ce mode de vie que tu recherches, c'est de l'amener à toi ce que tu peux faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est que si tu as des enfants, si tu as un emploi du temps qui est déjà très occupé, il n'y a aucun problème. S'adapter avec ça, on va composer avec ça. Moi, je te demande pas la perfection. Je te demande juste que on fasse en fonction de ce que tu peux faire. Et si on arrive à optimiser le fonction de ce que tu peux faire, comme je te l'explique, bah déjà, tu auras bien plus de résultats que ne rien faire parce que tu attends la situation parfaite. Tu achètes mon programme, Joséphine? Presque, presque. Joséphine a encore une objection. Joséphine, je t'écoute. Joséphine, Joséphine dit, j'aimerais beaucoup rejoindre ton programme, mais je suis pas sûr d'avoir le budget. Tu n'es pas sûr d'avoir le budget? Ok. Quel est ton budget, Joséphine? 1947 €. C'est parfait. C'était 2500 €, mais je vais prendre les 5947 €. Ok, au niveau de ton budget, je peux comprendre, Joséphine. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes surtout, c'est que c'est un investissement sur toi. Aujourd'hui, tu viens me voir avec une vraie problématique. Tu aimerais perdre 10, 15 kilos. Tu aimerais perdre tes 15 kilos. Tu sais aujourd'hui que tu manques réellement de confiance en toi. Tu sais que tu n'oses pas porter les vêtements que tu aimerais tant porter, que tu as porté pendant fut un temps à tes 20 ans. Tu sais que tu veux pas ressembler à ta sœur du coup qui est déjà en situation d'obésité et qui est sous dialyse parce qu'elle a un diabète de type 2. Que aujourd'hui, si on résout ce problème, est-ce que si je te redonne confiance en toi, est-ce que si je te mets à disposition des vêtements dans lesquels tu te sens bien, est-ce que si je t'enlève ces fameux 15 kilos, tu sentirais pas que ta vie, elle se transforme totalement? Oui, Totalement. on est d'accord. Tu penses que toi, la transformation aujourd'hui, le fait de changer tous ces problèmes, confiance en toi, vêtements et le poids qui va en moins et du coup on est éloigné de diabète de type 2 que ta sœur elle a, est-ce que tu penses pas que ça vaut 2500 €? Et encore 2500 €, je trouve que quand même c'est plutôt équitable pour un changement de vie complet. Totalement. Film, let's go, on y va. Putain, mec, t'avais été bien joué. Belle performance. Bon, après, Belle performance. Donc, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un peu, là, c'était un essai de ça, mais c'est un peu, ce qu'on a fait, c'est un peu un roleplay, en fait. C'est de s'entraîner, etc. Donc, c'est une bonne manière de... Et c'est cool, en vrai, je trouve ça intéressant. On dit, très très ouais. stylé. Chacun, en plus, a ses arguments. Enfin, après, il y a des trucs un peu communs pour tout le monde, mais un peu personnalisé par rapport à ta personnalité, tes propres métaphores, etc. J'aime bien. Et là, tu l'as fait en mode podcast, donc forcément, on n'a pas trop le temps de s'étaler. Oui, Le temps bien sûr. d'échanger, mais ça, dis-toi que ça, moi, donc j'avais fait un accompagnement business avant ça, et on avait des coaching calls quasiment tous les matins, 4 matins sur 7, enfin 4 jours sur 7, où on faisait des roleplays entre coachs, justement. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a tellement permis de progresser, tu vois. Imagine-toi, pendant presque un an,
bon, non, j'abuse pas du tout un an, mais pendant, moi je l'ai fait pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu te fais des roleplays comme ça tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Du coup, ce qui fait que bah, aujourd'hui, je pense, je vais te le dire, j'ai un taux de closing qui est très très haut. Je suis à l'entour de 80-85% de closing. Ouais, et du coup, bah après moi c'est mon propre programme, donc tu sais ce que tu vends, tu vois. Ouais. Mais ça m'a aidé de fou. J'ai vraiment explosé. Mais il faut pratiquer, quoi. Ouais, mais moi j'ai mis les roleplays aussi pour mes clients pour qu'ils puissent s'entraîner entre eux aussi. Ouais, c'est un game changer. Moi, pour tous ceux qui, donc, du coup, qui veulent développer leur business de coach, je conseille à tout le monde de effectivement trouver un accompagnement où ils peuvent avoir cette capacité de échanger avec d'autres coachs, donc roleplay. Et puis du coup, j'imagine qu'en plus ils échangent entre eux, Ouais, pour carrément. savoir comment ils mettent en place des choses, etc. Mm. Donc c'est la base, hein. Trop bien. Ouais. Du coup, il y avait quelqu'un pendant qui animait le truc ou Ouais, c'était exactement. ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui anime. D'accord. Quelqu'un qui anime. Donc du coup, il va faire un tour de table. Voilà, bah comment s'est passée ta semaine, comment s'est passée ta journée d'hier, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait un tour de table. En général, on est entre 10, 12, 15, ça va dépendre. Donc voilà, comment s'est passé ton close, etc. Ouais, bah mon close, j'ai pas réussi à closer, etc. Ok, quelle a été la problématique? Ah bah elle manquait de budget. Ok, bah qu'est-ce que t'as dit? Comment on aurait pu contrer l'objection? En plus, cette personne aussi, elle recevait aussi pas mal de calls, donc ouais, l'enfer pour elle. Elle recevait beaucoup de calls et du coup, elle analysait, elle faisait des retours à tout le monde. Ah ouais. Une dinguerie, tu vois. Et du coup, bah on faisait à la suite de ça un roleplay avec la mise en situation par rapport à ce qui s'est passé juste avant, tu vois, par rapport à pourquoi t'as pas closé, etc. Ça, c'était trop cool parce que ça te fait grave progresser, tu Mon cher ami, je te propose de passer à la troisième partie de l'homme derrière la machine. Il y a certaines parties de ton histoire, de ton expérience dont on n'a pas encore parlé qui sont vraiment intéressantes. Déjà, parce que tu as commencé en faisant du présentiel à Dubaï, du coaching en présentiel avec des clients très riches. Et comment tu t'es retrouvé là, du coup? Et bah, Covid parce que en fait, moi, il faut savoir que j'ai eu mon diplôme, donc qui est un BPJEPS. Alors j'en ai Ah, plusieurs. je l'ai aussi. Bah, j'en ai 3. C'est vrai, tu as un BPJEPS? Ouais, mais pardon, désolé. Vas-y, ça m'intéresse. J'ai un BPJEPS animation culturelle. Donc OK. c'est pas le sport, Ouais. parce que normalement BPJEPS c'est surtout dans le sport. Et moi c'était Bah, spécialisé dans la culture. beh, ouais, mais je le connais, mais il y en a plein et moi, j'en ai 3 du coup, donc j'ai musculation sur plateau, musculation cours collectif, ce qui fait que, comme tu l'avais cité au début, j'ai donné des cours de Zumba. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour donner des cours de Zumba, t'as pas besoin de ça, il faut une certification Zumba que tu payes, etc. Hem Et du coup, le BPJEPS APT. APT, c'est activité physique pour tous et du coup, tu peux enseigner tous les sports. Voilà, Ouais. sauf extrême, sauf avec en rapport avec la natation. Donc tu peux tout enseigner. Et comment je me suis retrouvé là-bas? Et ben, je finissais du coup tout juste mon cursus où j'avais déjà un premier diplôme de coach, mais du coup, un peu, on m'avait proposé, on m'avait contacté pour le passer, pour qu'on me paye pour en alternance que je fasse avec Pierre et Vacances, pour que je passe le Ouais. diplôme. Pour moi, c'était une aubaine parce que le premier, j'étais au chômage, c'est moi qui payais mon diplôme et tout, Ouais. c'était la misère. Le deuxième, je me suis dit, vas-y, bah, tu sais quoi, expérience gratuite en plus, etc. Et tu sais, quand tu commences un business, tu sais pas que le mieux, c'est peut-être te former quand même dans plus l'aspect marketing et tout. Toi, tu crois que faut que tu sois plus compétent possible dans ton domaine. Clairement. C'est pas ce qui va t'apporter de l'argent. Ne faites pas cette erreur. Bon, après, c'est bien d'avoir des compétences, hein, mais si vous voulez en vivre, formez-vous d'abord sur le marketing et tout. Et du coup, bah, fin de formation qui finit, du coup, c'était la deuxième vague du Covid à l'époque. Donc, c'était fin 2020, si je dis pas de conneries. Ouais, c'était fin 2020. Décembre 2020, novembre 2020 exactement, la deuxième vague est arrivée. Donc, tout était fermé. Moi, mon but, était, comme j'avais déjà une expérience de voyage, puisque j'étais en alternance avec Pierre et Vacances, j'ai fait les saisons en Espagne. J'étais parti, pas du tout de Pierre et Vacances, mais j'avais déjà voyagé aux États-Unis. Et c'est ce qui m'a ouvert le goût du voyage, cette appétence un petit peu pour découvrir une autre culture. Et je me suis dit, dès que j'ai mon diplôme, c'est simple, je vais à l'étranger. Je savais pas où à l'époque. Covid, tout était fermé, sauf Dubaï. Il y avait peut-être le Mexique, quelques D'accord. trucs. J'ai Ok. fait, allez, vas-y, bah go, on part à Dubaï. Je suis parti avec 2000 euros en poche, même pas, un peu moins que ça. Donc vraiment pas grand-chose pour survivre. Et j'y suis allé un peu avec ma bite et mon couteau et mon ex. Et du coup, on y est allé en mode survie et je me suis pas laissé le choix en fait, en mode, de toute façon, si ça marche pas, bah je reviens chez mes parents. Et puis bah si ça marche, tant mieux. Et ça a marché, tant mieux. Et je me suis retrouvé à coacher des gens dans des penthouses, mon gars, avec vue au-dessus des nuages et tout. C'était incroyable. C'était une expérience de fou. C'était quoi tes tarots où t'es tarifs à l'époque? Et bah, dis-toi que c'était des tarifs pas très, très chers, pour Dubaï où, j'étais à peu près à 80-90 € de l'heure. Chose qui est du haut, entre guillemets, «du haut de gamme» en France, tu vois déjà. Ouais. Donc, et moi, c'était mon tarif entrant. Tu vois, j'avais des potes aujourd'hui, ils chargent à 140-150 € de l'heure, tu vois? Donc, mais j'ai quand même la chance qu'on a quand même franchement, en France, on est très, très bien au niveau des diplômes. C'est une belle arnaque, ce fameux BPJEPS, parce qu'à l'état mondial, en fait, il y a en termes de coaching,
il te faut un diplôme avec 4 niveaux. Tu as le niveau 1, niveau 2, normalement, c'est le truc que tu dois avoir de base. Le niveau 3, c'est un truc un peu plus avancé. Et le niveau 4, c'est quasiment inatteignable. Il faut, entre guillemets, pour que tu aies le niveau 4, payer très, très cher. Et on a l'avantage avec ce BPGEPS, qui est un diplôme de merde, qu'on se le dise, c'est vraiment une pure fraude. Il faut le dire, il faut le dire. Tu as le level 4. Ce qui fait qu'en fait, moi, je suis arrivé à Dubaï avec Personal Trainer Degree Level 4. Donc, il y en a très, très peu. Donc, les gens, ils sont arrivés en mode, mais attends, mais c'est qui ce mec? Il a le level 4. Il est comme ça, en plus, comparé à Dubaï. Dubaï, c'est vraiment la mecque du bodybuilding. Il y a vraiment des gens qui sont énormes, qui sont monstrueux. Évidemment, qui prennent des stéroïdes et tout, qui sont vraiment énormes. Moi, je suis arrivé comme ça, level 4, et je commence à prendre des clients et tout, à charger les gens super cher du coup, enfin super cher, qui n'était pas en soi très cher, mais et du coup, ouais, j'ai réussi à sortir ma petite épingle du jeu un petit peu grâce à ça. Et pourquoi t'es pas resté à Dubaï? Ouais, ben parce que encore une fois, j'avais ce goût du voyage. Moi, je voulais découvrir le monde. Et du coup, je crois que le Mexique venait de rouvrir à cette époque-là. Je sais pas si le Mexique était déjà ouvert ou pas du tout. Après, je crois que ça a ouvert un peu plus tard le Mexique. Donc du coup, je suis parti au Mexique. Bien que j'ai kiffé, hein, j'ai fait 6 mois ou 8 mois à Dubaï finalement, tu vois. En plus, j'ai pris assez vite, tu vois, finalement, pour 6 mois, 8 mois, je m'étais mis bien financièrement. Et en fait, je voulais pas rester dans cette boucle parce que moi, je partais d'un endroit en France, donc du côté de un petit peu Montélimar, Avignon, mais vers là-bas. Il y a un centre qui s'appelle Tricastin, qui a une centrale nucléaire, en fait, où il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. Il y a vraiment la plupart des gens, tu croises une personne sur deux là-bas, elle travaille là-dedans, tu vois. Évidemment, ça paye quand même plutôt bien. Enfin, paye plutôt bien pour ce qui est du salariat. Du coup, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'en fait, c'est un truc de ouf, comme tu peux sortir de ça et faire beaucoup plus. Et c'est des gens qui sont dans des schémas où ils travaillaient là-dedans. Ils se disaient toujours, ouais, je fais encore 2 ans, je fais encore 3 ans. Et ils restaient. Et après, au bout de 2 ans, je leur demandais, bah, du coup, c'est bon, tant mieux. Bah, je suis encore un peu des années, etc., parce que ça paye bien. Je vais toucher 3, 4 K, etc. Et en fait, ils sont pas heureux. Ils kiffent pas. Et moi, je suis toujours resté dans ce schéma. C'est en mode, OK, si tu dis que tu fais ça pendant tant de temps, tu respectes ce que tu as dit, tu tiens ta parole et tu fais ce que tu as dit. Et donc, ce qui fait que je me suis dit, bah, je vais à Dubaï, je fais mon visa. C'était un petit visa business qui durait 6 mois. C'était trop pas rien. Et après, bah, je fais ce qui s'est tenu au plan, c'est-à-dire, t'as envie d'explorer le monde, va explorer le monde. Reste pas, du coup, quand on est à Dubaï, tu vois. Ça aurait pu, parce que financièrement, c'était attractif. En plus, je m'étais déjà fait une petite clientèle et tout. J'aurais pu me dire, vas-y, je reste à Dubaï. En plus, j'ai plein de potes et tout là-bas. Maintenant, c'est top, tu vois. J'ai hâte d'y retourner en plus parce que je suis pas retourné depuis. Et j'ai fait ce choix, du coup, de partir je suis parti au Mexique. Après, j'ai fait un grand road trip aux États-Unis pendant plusieurs mois et tout. Et puis après, bah, je suis arrivé en Asie du Sud-Est. Et pourquoi l'Asie, finalement, t'es resté ici? Bah, pareil, un peu par hasard, en fait, finalement. Je suis arrivé à Bali, premier temps à Bali. J'ai fait 8 mois à Bali et j'ai voulu tester Chiang Mai. Enfin, j'ai voulu tester la Thaïlande. Je suis arrivé à Chiang Mai et je me suis dit, du coup, c'est là où j'ai pas respecté ma parole pour le coup. Je me suis dit, vas-y, on fait 1 mois à Chiang Mai et après, on se barre, on va un petit peu dans le sud, on va tester Phuket et tout, machin, etc. Je suis arrivé à Chiang Mai 1 mois et je suis jamais reparti. Entre guillemets, parce que du coup, c'est mon QG, mais bon, je voyage énormément, du coup, un petit peu, pour explorer, je continue, surtout l'Asie, quoi. D'accord. Et je vois aussi un paradoxe dans ce que tu as dit, enfin dans ce que quand je t'ai demandé de remplir un document. Ouais. Tu disais qu'en ce moment, toi, tu cherches à développer ton business, vraiment, tu es dans cette phase de développement d'activité et en même temps, tu es dans cette phase de chercher un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ouais. Et je trouve ça un peu paradoxal, justement, cette idée, ces deux idées qu'on a tous souvent tendance à affronter, de dire, bah, soit tu as un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et en gros, tu es rangé et bah, voilà, tu vas pas faire scaler ton business. Soit si tu veux mettre de l'eau sur le feu, enfin, pas de l'eau sur le feu, du gaz sur ton feu, va vraiment faire exploser le truc. À un moment, tu peux pas avoir vraiment un équilibre, tu peux pas être vraiment être dans de ce pur équilibre, et tu es obligé de faire certains sacrifices. Je crois qu'il y avait une sorte de métaphore qui disait, c'est un peu comme si tu avais une gazinière avec 4 feux. Tu es obligé d'en garder qu'un seul allumé pour vraiment le faire décoller. Soit tu as la gazinière de tes relations, toi ta santé, toi ton business, toi ta famille. C'est horrible en gros, mais dès que tu en éteins un, bah, en fait les autres flammes elles vont grandir encore plus. Et à la fin, si tu en gardes qu'un seul, ça fait une méga flamme. Bien sûr, je ne recommande pas forcément de faire une croix sur sa santé et pour pouvoir ou sur sa famille pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, je trouvais que la métaphore était intéressante. Très stylé. Et comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu comptes allier équilibre professionnel et Eh ben, tu sais quoi, tu viens de m'ouvrir les yeux sur une chose là en direct live avec cette fameuse analogie de la gazinière. C'est que effectivement, quand tu as dit, bah en fait moi la santé je l'ai parce qu'avec le sport, avec je mange plutôt bien. Le business je l'ai, la relation perso je l'ai. Et effectivement là, je viens de me rendre compte que bah la famille forcément quand t'es expatrié, tu l'as pas.
Enfin, tu peux l'avoir si t'as tes proches ou si t'as une famille avec des enfants, etc. Mais on parle de la famille, là, de ses sœurs, de ses frères, de ses parents. Et forcément, c'est un truc sur lequel tu es obligé de faire une prod dessus, tu vois. Donc, finalement, si on se réfère à ça, j'ai pas un équilibre à 100% complet, tu vois. En fait, comme tu l'as dit, voilà, si on se réfère au truc des casinières, il y en a peut-être un que tu es obligé de skipper, sauf si tu es en France. Mais encore une fois, est-ce qu'en France, tu peux décoller? Bon, voilà, c'est un autre débat. Il y en a un, forcément, que tu es obligé de faire skipper. Donc là, en l'occurrence, bah, malheureusement, c'est un petit peu la famille. Après, ça n'empêche pas de rentrer et tu passes encore des meilleurs moments quand tu vois ta famille, tu vois. Peut-être que, est-ce que c'est pas remettre un petit peu le feu et tout. Mais c'est très, très dur, en fait, de trouver cet équilibre vie perso et business, mais c'est pas impossible. Mais effectivement, il faut un minimum développer à un moment donné une obsession pour ton business pour que tu puisses le développer assez. Mais en même temps, il faut pouvoir garder un petit peu les pieds sur terre aussi pour que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup qui parlent de ça, de burn-out. Et moi, je pense que si tu pars sincèrement trop dans le business 100%, ça, tu vas te diriger tôt ou tard sur un burn-out qui est, moi, je pense, inévitable. J'ai beaucoup de potes, d'ailleurs, qui font ça, qui font des trucs en mode, je vais m'enfermer pendant tant de jours, qui vont derrière le bout du monde, du coup. D'ailleurs, j'en ai en ce moment, qui sont à Bangkok, qui sont à Bali, et cetera, et qui s'enferment juste pour aller bosser, qui vont au bout du monde. Mais du coup, bah, en fait, et moi, je dis, mais pourquoi du coup tu fais ça? C'est un peu con de passer à côté des choses. Tu vois, moi qui reviens d'un road trip de 2 mois, où j'ai vu tellement de choses stylées, je suis allé avec des locaux, et cetera, tout en bossant. Donc du coup, je travaillais tous les jours, je faisais quand même mes calls, et en m'entraînant, en mangeant bien. Donc c'était vraiment un merdier. Ça demande forcément d'avoir un seuil de tolérance qui est très très élevé, à un rythme de vie qui est élevé. Parce que du coup, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu te couches quand même assez tard, il faut que tu fasses aussi ton sport, il faut que, bah, comme tu l'as dit à la copine, il y a des trucs à découvrir, à aller voir, à faire des activités, les contenus à tourner, prendre les calls, les suivis clients, faire les appels avec ta team, etc. C'est un rythme de malade. Mais en fait, si tu arrives à développer cette tolérance à ça, ça passe. À partir du moment où à la fin de ta journée, tu es bien, tu es content de ce que tu as fait, ton échelle du bonheur, elle est au top. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est super important. C'est peut-être aussi ton échelle du bonheur qui est à revoir. Et à partir du moment où, au niveau de ton échelle du bonheur, tu arrives à rester le plus haut possible. Je trouve que c'est ce qui te permet de... Si t'es heureux un peu dans ton business, t'es heureux dans ta vie pro, dans ta vie perso, bah, c'est un truc qui te permet de conserver l'équilibre. Je sais pas où je pars avec ça, mais en gros, tu y arrives. Tu y arrives, mais c'est pas facile. Ça demande du temps de trouver le rythme. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont tester des trucs, qui vont partir à droite, qui vont partir à gauche. Et du coup, qui vont trop s'éparpiller, du coup, qui vont pas réussir à avoir un bon business. Bon, bah, moi, je trouve que j'ai trouvé le bon truc qui fait que j'arrive à kiffer. Je profite quasiment tous les jours. Je m'entraîne tous les jours. J'ai une super copine. J'ai un super taf. Je kiffe ce que je fais, sauf faire des appels tout le temps. Mais sinon, j'ai un super équilibre à part ça, tu vois. En vrai, je trouve que j'ai bien trouvé l'équilibre là-dessus. Maintenant, le but, c'est de le maintenir, tu vois. Putain, mec, j'ai genre 5 questions différentes que j'ai en tête que je viens de te poser, mais genre j'essaie de trouver laquelle est la plus intéressante pour l'audience. Mais toutes sont intéressantes. C'est quoi la taille de... Non, la question... Oh putain. La question la plus intéressante, tu vois, elles sont pas toutes Ça peut être très intéressant, je vais vous montrer, regardez. La question la plus intéressante. Non, du coup, la question que je vais te demander, qui moi m'intéresse. Du coup, comment tu fais pour voyager et travailler en même temps sans justement faire un burn-out? Parce que tu dis l'objectif c'est de pas faire un burn-out et de kiffer la vie. Et moi, je me dis que si je commence à voyager vraiment en mode en moto, parce que justement j'ai prévu de faire un road trip en moto cet été avec mes parents, je vois pas comment je peux concilier road trip et travailler, tu vois. Genre pour moi c'est impossible, tu vois. Je bosse le matin, le soir, au milieu, je suis en moto, après je profite. Enfin, c'est super compliqué pour moi de faire tout ça. Genre je vois pas comment humainement c'est possible. Ou sinon, moi, je préfère me dire, soit tu es 100% connecté, soit tu es 100% déconnecté. Après, dans la théorie, c'est ce que on préférait tous faire. Mais c'est pas forcément facile quand tu es entrepreneur parce que tu as toujours ton cerveau qui est en train de tourner. Mais comment est-ce que toi, tu fais pour concilier voyage et travailler en même temps sans péter un câble? Ouais, et ben en fait, voilà, c'est ça, tu l'as dit. Bon, déjà, il faut être organisé de fou, mais surtout, il faut accepter le fait que, en fait, c'est simple. C'est soit tu te déconnectes totalement et du coup, tu acceptes que tu mets ton business en pause. Mais toi, j'ai cru comprendre que ton business quand même pouvait tourner sans toi parce que tu avais rien là. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, mais en tout cas je crois que je te l'avais déjà dit, justement, tu avais pris un week-end off, etc. Mais j'avais entendu quand tu parlais de ce projet de voyage avec tes parents et tout, et que ça peut être OK pendant quelques jours. En gros, ils peuvent tanker, tu vois, pendant quelques jours, tu vois. Donc ça va. Soit il faut accepter le fait que, bah, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas partir en voyage, de toute façon, tu seras toujours obligé de travailler un petit peu, tu auras un peu des messages à gérer, tu auras bah, forcément quelques appels à faire, etc.
les problèmes avec ta team, s'il y a des problèmes, etc. Et ça, si tu l'acceptes, en fait, ça dépend vraiment de la psychologie dans laquelle tu pars. Parce que moi, je suis parti faire un voyage de 2 mois. Si tu te rends compte, 2 mois de road trip à moto, c'est ultra inconfortable. Tu bouges tous les jours, pas de confort de chez toi. Au milieu, on a fait quand même une pause de 2 semaines à Bangkok, presque 2 semaines. Donc, ce qui nous a permis un petit peu de plus de se poser, etc. Il faut accepter le fait que, OK, il va falloir que je m'organise bien. Donc, ça veut dire te lever tôt pour pouvoir potentiellement t'entraîner tôt. Parce que même en voyage, moi, par exemple, tu vois, je m'entraîne entre 9 et 10 fois par semaine. Parce que j'ai des runs et j'ai des entraînements. Waouh. Donc, j'ai 3 runs par semaine et j'ai 5 entraînements, enfin 6 entraînements de muscu. Donc, il faut être organisé de fou. Il faut que tu te dises, OK, donc pendant la journée, on va être en vadrouille, on va profiter, on va kiffer. Et il faut que tu dises, bah, le soir, du coup, je vais devoir travailler. Donc, ça veut dire arriver dans tes hôtels un peu plus tôt. Donc, ce qui est pas facile à faire, par exemple, avec ta famille, parce que ta famille, peut-être que eux, tes parents, t'en battent les couilles, que t'aies des appels et tout. Donc, eux, c'est pas trop leur problème. En fait, j'ai déjà fait avec mes parents et c'est pas du tout la même que là, je suis avec ma copine. Ma copine fait la même chose que moi. Elle fait aussi, du coup, du coaching en ligne. Elle connaît la problématique. Elle sait que, OK, bah, il va falloir qu'on se pose un moment, qu'on bosse, qu'on aille dans des cafés, etc. Donc, il y a ce truc de, OK, t'acceptes qu'il va falloir arriver à check-in un peu plus tôt dans les hôtels à partir de 3h30, 4h potentiellement. Prendre tes calls entre 4h30. Moi, je les prenais généralement entre 17h et 19h. Donc, 19h, 19h30, du coup, qui est allé jusqu'à 19h30. Entre 17h et 19h30. Et après, le soir, bah, tu vas manger, etc. Et il faut accepter ça, le fait que tu seras franchement un peu déconnecté, mais en même temps que tu auras toujours ça qui te ramène, OK, aujourd'hui, je voyage. On part sur une autre destination. Ce soir, j'ai Joséphine à appeler. Tu as toujours ça. C'est con, mais je sais pas toi, mais moi, je sais que quand j'ai un appel qui est prévu dans la journée, je sais que ma journée, je suis pas totalement libre d'esprit, tu vois. Ouais, clairement. Même un appel, entre guillemets, tu as l'impression que ta demi-journée, elle est niquée, tu vois. Parce que tu Clairement. sais que ça va te bloquer, tu vois. Donc, il faut l'accepter, Ouais. ça. Est-ce que toi, avant d'être entrepreneur, tu voyageais beaucoup avant ou pas? Eh ben non, OK. pas du tout. Non, j'ai commencé à voyager justement à partir du moment où je passais mon diplôme. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme, je suis devenu directement D'accord. entrepreneur. Je suis passé à mon compte. OK. Donc pas trop. OK. Ouais. Parce que moi, j'ai eu un peu cette réalisation récemment. C'est très personnel et c'est un peu un secret inavoué. OK, bah vas-y, on va se confier, On est dans le canapé là déjà. Ouais, on est dans le coach. Mais en gros, moi, avant d'être entrepreneur, j'ai énormément voyagé. OK. Genre, Beaucoup de pays. j'ai fait beaucoup de pays et genre, je voyageais en mode vraiment à la route. Genre, je prenais mon hamac et je dormais dans la nature pendant genre 30 jours plus. Tu vois. Et genre, j'ai fait des road trips comme ça où j'ai fait le tour de l'Europe. Je fais France, Grèce en stop. J'étais aussi au Sénégal en voiture. Trop bien. Bah après avec mes parents, j'ai vachement voyagé, j'ai vachement de chance, tu vois, de voyager comme ça quand j'étais plus jeune, mais du coup ça m'a donné vraiment le goût du voyage. Et je sais que c'était vraiment, c'était le moment où je me sentais le plus libre dans ma vie, tu vois. Ouais, Mais tu étais salarié. bah non parce que justement j'ai Entre taffé. deux tafs à chaque C'est fois. ça, je charbonnais, et je gagnais beaucoup d'argent. Enfin, je gagnais de l'argent, je faisais mes voyages et après j'étais obligé de devoir retourner. Donc j'avais pas vraiment cette liberté pure. Mais quand j'étais dans ces voyages-là, j'étais totalement déconnecté. Mais pendant des mois, je pensais pas au travail. Genre j'étais dans l'espace. Récemment, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'était quoi vraiment, tu vois, ce que je kiffe vraiment dans la vie. Bon après, je vais pas vivre uniquement pour ça, mais je me suis rappelé des moments où j'étais avec mon hamac, genre dans un truc avec comment on appelle ça, des raisins. Oh, des vignes. J'étais dans des vignes, ouais. J'ai mis mon hamac, j'étais face à une falaise et j'avais le coucher de soleil et genre je faisais mon petit feu de camp et j'étais en train de cuire des pâtes avec de l'eau de mer. C'était dégueulasse. C'est les moments les plus simples. Ouais. Et là je me suis dit mais en fait comment est-ce que je pourrais faire pour revivre ce genre de moment en étant dans la situation dans laquelle je suis actuellement parce que je kiffe trop mon business, j'ai l'impression de vivre une vie incroyable, mais en même temps je suis vachement tu vois attaché à forcément même si je fais une semaine en vacances ou 2 semaines, je vois pas comment je pourrais faire un road trip de 2-3 semaines ou même un mois ou 2 mois. Et c'est pour ça que je te posais cette question-là, ça m'intéressait. Parce que je me disais, comment créer un business qui est adapté à 100% par rapport à moi, ma personnalité, etc. Je pense que c'est une bonne question à se poser parce on essaie de copier un peu des modèles. On se dit, ah ouais, tiens, lui, il fait, je sais pas, 500 000 euros par mois, je vais faire comme lui. Ah, lui, il est solopreneur, je vais faire comme lui. Et en fait, t'as pas besoin de forcément, bon, au début, tu vas forcément suivre un modèle pour t'en inspirer. Mais après, tu peux créer le modèle qui correspond à tes besoins. Et aujourd'hui, je suis dans cette recherche, dans cette démarche de me dire, comment est-ce que je peux trouver le modèle qui correspond par rapport à mes valeurs, à mes besoins, etc. Moi, j'ai quand même envie de créer quelque chose d'assez, on va dire, moi, j'ai envie de créer un empire, tu vois. J'ai envie de créer un gros truc, j'ai envie de créer des événements pour les entrepreneurs, etc. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'avoir ma liberté, de pouvoir voyager, de faire ce qui me fait kiffer. Et j'ai pas encore trouvé le modèle exact. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes un auditeur de ce podcast et que vous avez des pistes, des trucs intéressants à nous dire, dites-le nous parce que moi, ça m'intéresse de savoir vraiment. Je suis hyper ouvert de savoir ça. Mais
Mais voilà, je me confie parce qu'en fait, c'est un truc qui est au fond de moi. Je me dis, mais comment est-ce que je peux faire pour allier? Et je pense qu'il y a un monde qui existe où mon business peut vraiment être au service de ma liberté à 100%. Et quand je dis liberté, genre j'ai déjà énormément de liberté, mais je parle aussi de la liberté de voyager, de faire vraiment tout ce que je veux comme bon me chante. Et j'ai pas encore trouvé le modèle parfait, mais je pense que je suis en train de le trouver. Et quand on recherche quelque chose au bon moment, Ouais. on va finir par le trouver. Mais moi, je pense sincèrement, par contre, pour le coup, que quand tu deviens entrepreneur, en fait, c'est marrant parce que du coup, quand tu étais dans le modèle salarial, donc du Ouais, coup, tu jonglais entre deux tafs. Bon, c'est un petit peu le syndrome du saisonnier finalement. ouais. Où ce qu'ils font, c'est qu'ils partent entre deux saisons, ils vont kiffer leur life, ils se soucient de rien. Effectivement, et c'est un petit peu ce qui se passe avec les salariés quand ils partent en vacances, ils pensent plus au taf. Eux, ils ont fait leur mission pendant qu'ils étaient là-bas et après ils pensent plus au taf. Nous, on est entre guillemets condamnés. Après, c'est une bonne condamnation. Moi, je suis content. Alors, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je kiffe ce que je fais. Ça me pose aucun problème pendant que je suis en trip de penser à qu'est-ce que je veux faire comme contenu, comment je peux même optimiser. J'avais, d'ailleurs, tu le sais pas d'ailleurs, mais j'avais un TikTok couple avec mon ex. On avait presque 300 000 abonnés. Ah. J'ai été rentré dans ce truc. On était rentré dans son truc où on monétisait notre contenu sur TikTok et on était déjà dans ce schéma et c'est aussi un peu parti pour ça on a fait un grand road trip dans une Jeep, on dormait dans la Jeep et tout aux États-Unis et j'essayais de voir à chaque fois comment on pouvait optimiser, comment on pouvait amortir ce qu'on faisait, etc. On faisait du contenu et tout machin. Et moi je suis un petit peu dans ce schéma-là et personnellement ça me pose pas trop de problème de pas totalement déconnecter, tu vois. Je sais qu'il y en a qui vont avoir besoin, mais en général c'est ceux qui peut-être kiffent un peu moins leur taf, etc. L'année dernière, j'étais en Mongolie, pareil, road trip en Jeep. Même pas en Jeep, c'était un van vraiment aménagé et tout. Non, 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 incroyable. Je sais pas si t'es déjà allé dans les pays là-bas, mais c'était exceptionnel. J'ai accepté le fait que, OK, forcément, en plus, il y a pas de réseau. Donc, tu vas forcément baisser la cadence. Donc, c'est cool. Ça va te permettre un petit peu OK, détends-toi, tu vois. Par contre, tu travailles quand même un petit peu. Tu vois, j'ai fait quelques onboarding clients. Alors là, j'avais ma team de closers qui m'a un peu closé et tout. Par contre, c'est moi qui fais l'onboarding des clients, etc. Tu vas quand même bosser un petit peu, tu vas quand même envoyer des messages à tes clients, etc. Mais tu as accepté de baisser quand même drastiquement ta charge de travail. Mais tu es quand même connecté à ton travail. Et de toute façon, je pense pas que c'est possible entre toi et moi maintenant au stade où tu en es. Surtout si tu me dis t'as l'ambition de que ce serait vraiment quelque chose de gros. Je suis pas sûr que tu puisses de toute façon partir. Tu verras quand tu pars avec tes parents, de toute façon, à moto, mais je suis pas sûr que tu sois capable de déconnecter totalement et te dire c'est bon, je pense plus à rien. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Mmh. Moi, je pense pas que ce soit possible. Et c'est OK. Franchement, si tu kiffes ce que tu fais, quel est le problème? Non? Ouais, je sais. Il y a un problème, toi? Non, il y a Moi, pas je de trouve qu'il y a problème. aucun problème. En vrai, moi, je trouve que c'est totalement OK, tu vois, de toujours penser à ton business Mmh. et tout. À partir du moment où c'est ton gagne-pain, et faut pas oublier que c'est ce qui te permet de faire ce que tu es en train de faire au même moment. Moi, franchement, il y a aucun problème. Parce Ouais. que des fois, il y en a qui pensent que c'est mal, ouais, mais t'es toujours dehors et tout. Il y a aucun Mmh. problème, hein. À partir du moment où tu fais chier personne, où Ouais. tu arrives à trouver ton équilibre. Par exemple, si tu es avec tes parents, c'est ce que je te souhaite. Si tu arrives à des fois à te poser un petit peu le soir ou à bosser ou le matin, ouais, tu te lèves un peu plus tôt. Eux, ils dorment, toi, tu fais tes trucs, tu lis tes mails, tu fais Mmh. tes gestions. C'est comme ça que ça se passe, hein. Ouais. Et c'est comme ça que je le fais. C'est ce que j'ai toujours fait aussi, mais Mmh. justement, j'essaye de voir est-ce qu'il y a un monde où je peux vraiment partir genre une semaine en vacances et genre il se passe genre Après, une semaine, ça passe, en vrai. bah une Une semaine je semaine, l'ai c'est fait, ouais, je l'ai possible. fait. Mais Une un mois, semaine, 2 semaines, ça passe. Un mois, ce que tu dis, c'est trop un long. mois, deux C'est mois, c'est un tendu. autre level. 1 mois, 2 mois, ça commence à être tendu. Mais justement, j'écoutais un podcast récemment et c'était un gros patron d'une grosse boîte qui ont fait qui faisait les récepteurs de cartes de crédit là, qui est parmi les premiers. Donc mec multimillionnaire, milliardaire, enfin qui était dans le CAC 40 et tout, tu vois à l'époque. Il est parti en tour du monde avec sa femme et ses enfants et la condition de sa femme c'était en gros pendant qu'on part en tour du monde, donc pendant 8 mois ils sont partis. C'est tu ne touches pas ton téléphone, tu ne touches pas ton ordinateur. Waouh, il a réussi. Il a réussi à le faire. Mais bon, après, voilà, à ce stade-là, t'as une énorme Et boîte. ça, c'est facile à dire, ouais. C'est facile à Tu dire. vois, c'est facile à dire, mais je pense qu'à son stade, lui, Oui, c'est une oui. base. Mais par contre, tu sais que ta boîte, elle va quand même tourner sans toi, tu Ouais. vois. Mais, ça doit être ouf. Mmh. Je te propose de passer au dernier mini-jeu, les questions éclairs. Ouh, let's go! C'est parti pour les questions éclairs. Donc, Attention, j'ai une casquette Pikachu. oh, oh. Flash, flash, Cage éclair, cage éclair. cage éclair. Quel achat de moins de 100 € a changé ta vie au cours des 6 derniers mois? J'avais envie de te dire la casquette Pikachu, mais j'en ai racheté une. En fait, il faut savoir, j'en ai plusieurs. Mais bon, après, on s'est déjà étalé là-dessus. Je dirais ma montre, en fait, hein. La montre, juste pour compter mes pas. D'accord. Voilà, compter mes pas, c'est un truc qui me tient accountable. J'ai mon objectif de pas tous les jours et je sais que ça me maintient dans le truc. Il y a une bonne batterie? Qui a une bonne batterie, ouais, c'est même pas une Apple, hein, 25 balles, hein. Ah ouais. 25 balles, hein. Xiaomi, donc c'est une Mi Lite machin. 25 balles, 1200 bahts, même pas, un peu plus que 25 balles du coup. Stylé. OK. Qu'est-ce que tu penses qui est vrai mais tu peux pas le prouver?
Moi, je pense, mon cher Tony, que tous ceux qui parlent une autre langue, donc pour tous ceux qui sont pas anglophones, qui parlent anglais, ou même les anglais qui parlent une autre langue, sont plus intelligents. D'accord. J'avais peur de ce que tu allais dire à la fin de ta phrase. Tous ceux qui parlent une autre langue, eh bien, ça va. Allez, vous êtes des gros racistes. Non, non, je pense sincèrement qu'en fait, Ok. ça t'ouvre énormément l'esprit sur d'autres choses. Ça t'ouvre ta curiosité. Ça te apprend à être patient, à être résilient, à persévérer. Et je pense sincèrement, c'est un truc que je vois à chaque fois. Des gens, par exemple, qui parlent plusieurs langues. Et les polyglottes, pour moi, c'est les gens que je respecte au plus au monde. C'est des machines. Pour assimiler autant de connaissances, de retenir des choses et d'avoir l'état d'esprit d'apprendre une langue, de s'y cantonner, d'aller explorer des cultures et tout. Moi, je trouve que, voilà, je trouve que c'est des gens qui sont, et on connaît des gens qui parlent pas du tout anglais, ou pas du tout, Ouais. qui sont rien du tout, qui sont là, qui connaissent 2-3 mots et qui ont pas du tout cette ouverture d'esprit. Bon, peut-être que la question, ça t'ouvre peut-être plus l'esprit, mais qui ont pas du tout la même mentalité. Enfin, je sais pas Ouais. comment l'expliquer, mais Ouais, surtout en France. Hein. Je veux dire, ici où on est, pas trop, tu vois. Là, oui, ça va pas. mais en France, enfin, tu regardes, je sais pas, dans ta famille ou moi, dans ma famille, en tout cas, il y a plein de gens qui savent pas parler un mot d'anglais, quoi. Ouais, moi, je trouve que ça fait une Ouais. grosse différence. Même les Thaïs. Regarde les Thaïs qui parlent anglais et les Thaïs qui ne parlent pas anglais. Alors, attention, j'adore les Thaïs. Les Thaïs sont incroyables, hein. Mais tu vois qu'il y a un écart de mindset entre Ouais. les Thaïs qui parlent anglais et les Thaïs qui ne parlent pas anglais. Mm. Est-ce que tu arrives à visualiser l'écart de mindset? Moi, je arrive vraiment à voir la différence. T'as pas du tout le même taille. Et c'est un monde. Même traité de raciste, de xénophobe. Quand t'entends le mot succès, c'est qui la première personne à laquelle tu penses? Ouais, je pense à Christian Guzman. Christian Guzman, c'est un entrepreneur américain qui a le même âge que nous, qui a le même âge que moi, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Alphalet, qui est pas aussi connue que Gymshark, mais qui est assez connue surtout sur l'Ouest, sur aussi un petit peu, qui commence à être un peu en Europe, qui a bâti vraiment un empire, un truc de malade, qui moi m'a inspiré énormément, qui a fait vraiment, ouais, il a une des plus grosses salles de toutes les États-Unis, sa marque de vêtements, il est à cartonner, etc. Et maintenant, aujourd'hui, il est sur YouTube, il fait des vlogs, il a eu une série qui s'appelle Summer Trading où il documente avec une qualité incroyable et tout. Et donc, d'une part, il est successful, il a une super life. Bon, après, c'est ce qu'on montre et tout, mais après, il est assez transparent, il montre un peu tous ses problèmes. Et je trouve qu'il a trouvé cet équilibre entre vie d'entrepreneur, vie perso, vie pro. Ouais, Christian Guzman. Ouais. D'accord. Et est-ce que toi, tu as un échec qui t'a préparé pour le succès ou c'est quoi ton échec préféré? Donc, je te disais tout à l'heure, j'ai passé un BPGEPS double mention. La mention, donc j'ai passé la mention musculation, donc ça c'était à part. Et après, j'ai passé une double mention, mention cours collectif et mention APT, donc activité physique pour tous, pour enseigner auprès de tous avec tous les sports. Quand tu rentres dans un BPGEPS, je sais pas si c'est clair pour toi, mais tu as des TEP, donc des tests que d'entrée, en gros. Et bah, dis-toi que les tests d'entrée que j'ai fait pour la mention cours collectif, donc pour faire les cours de step, quelque chose qui s'appelle LIA à l'époque. LIA, c'est du step sans step. En gros, c'est un peu truc rythmé, des trucs de stretching, etc. Ben, je n'ai pas eu ces tests, je n'ai pas eu ces tests d'entrée. Ce qui fait que je n'ai pas pu passer ce diplôme. Donc, en vérité, je ne l'ai pas validé ce diplôme. Ah ouais. Mais par contre, ils ont pu me garder dans l'école et j'ai tout fait. Donc, certes, je n'ai pas le diplôme en main, mais j'ai toutes les capacités parce que je suis resté à l'école avec eux parce que par contre, j'ai eu les tests d'entrée de l'autre mention qui m'a permis d'être dans la classe, de rester en cours pendant 2 ans et en alternance. Ce qui fait que j'ai appris énormément et malgré cet échec, où j'aurais pu me dire: «Bah, vas-y, fuck, je suis trop pourri» et cetera. Et ben je me suis dit: «Fuck, je suis trop pourri» et cetera. Mais en fait, j'ai essayé d'en faire une force. Je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais pas avoir mon diplôme, mais je vais essayer d'être meilleur que les autres». Alors, j'étais pas du tout le meilleur, mais par contre, j'ai tryhard comme un gros porc et je me souviens, mon instructeur à la fin d'un des derniers cours, il était venu me serrer la main en mode: «Respect parce que le taf que tu as fait, c'est incroyable. Genre, je connais très peu de monde qui aurait été capable de délivrer ce que tu as fait, d'enseigner un cours comme ça, comme tu as fait et tout». Alors que finalement, je pouvais même pas avoir le diplôme. Bah, je l'ai quand même fait et ça m'a appris ce truc de: «OK, c'est pas grave, fais les choses à fond, même si, tu vas pas pouvoir valider ton diplôme, on s'en fout. C'est quoi le diplôme? C'est qu'un bout de papier. Toi, tu sais que tu as tes connaissances». Et d'ailleurs, c'est une confession que je vais faire parce que j'ai jamais dit nulle part que je n'ai pas ce diplôme. Ouh, Et même sur mon CV, je donne le diplôme, hein, t'inquiète pas. À l'époque, je l'avais, hein. Putain, on a que des exclus dans ce podcast. Et c'est quoi ton obsession du soir ou du week-end en ce moment? Oh putain, c'est vrai qu'il y avait cette question. Bah, je dirais tout simplement juste, en vrai, en ce moment, film, hein. Juste regarder des films. C'est un truc qui revient un petit peu parce que ça m'a manqué après 2 mois de road trip. Je regardais plus trop de films. Et là, depuis que je suis revenu, là, on s'envoie des films. Tu vois, je vais aller au ciné ce soir. Moi, je suis un grand cinéphile à la base. Tu vas voir quoi? The Drama, je crois que ça s'appelle. Bien. Que Robert Pattinson et Zendaya. Donc ça, et puis je reprends un peu petit à petit les jeux vidéo. Tu vois, j'arrive quand même à faire plaisir. Ton Jeux film, vidéo un petit ok. peu. Ton film préféré, c'est quoi?
Dis-moi quel est ton film préféré et je te dirai qui tu es. Ouais. Même si j'aime beaucoup, je vais pas te dire Inception, etc. J'adore, je suis fan. Je crois que je vais te dire Drive Ok, avec Ryan Gosling. Tu vois, c'est quoi? Je pense que je vais te dire ça sur le moment T là. ok. Peut-être 28 jours plus tard. Et toi? En fait, le premier truc que j'ai en tête, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je pense que c'est Avatar. Ok, ouais. Ah, j'attends, moi, je dis, ouais. Mais enfin, je l'ai revu plein de fois en fait, et les dernières fois que je l'ai revu, je l'ai beaucoup moins kiffé Ouais. parce que Ouais, je l'ai tellement vu la qu'au bout. vision. Mais en fait, je me rappelle juste du moment où je l'ai découvert. Ouais. Je parle du moment où je l'ai découvert. C'était juste incroyable et j'étais le voir 2 fois au cinéma dans la semaine, une fois en 3D, une fois pas en 3D. Et pour moi, c'était waouh, cet univers, il est tellement incroyable. Et en fait, je me reconnaissais absolument dans le personnage de Jack Sully parce que bah, en fait, il était dans une tribu avec bah, les êtres humains et au final, il allait découvrir une nouvelle tribu qui était bah, les Na'vi. Attends, t'es en train de dire que le Sénégal, c'est des tribus, ils sont pas éduqués, c'est ça? Raciste. Enfoiré. Et au final, genre, j'ai été découvrir une tribu qui m'a complètement qui l'a complètement matrixé, qui lui a fait changer d'avis. Et au final, il a préféré sa nouvelle tribu et il a un peu abandonné la tribu de base. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu ça en tant que, tu vois, justement, bah, je viens de France et genre un peu tribu type limite, comment on pourrait dire, sans que ce soit péjoratif. Non, mais en Euh, vrai, c'est vrai. Honnêtement, l'Asie du Sud-Est, c'est un autre monde, ouais, faut le dire. Une vie de hippie, quoi. c'est ça. Et j'ai Disons-le. j'ai plein d'amis de hippies en France, etc. Et en fait, quand tu rentres dans le monde entrepreneurial, bah, tu vois, de ma famille, tu vois, pour les entrepreneurs, c'est juste des capitalistes qui sont, c'est tous des gros connards qui aiment juste l'argent, etc. Et donc, du coup, j'ai un peu changé de monde, même si j'ai pas l'impression d'être un gros connard qui a juste envie de faire de Ouais. l'argent. Bah, du point de vue de ma perception et de changer, en fait, de tribu, bah, en fait, j'ai changé de monde. Et je me suis bien identifié dans Ouais, ça. mais je pense qu'on est un peu tous là-dedans, hein. Je pense Ouais, que ceux qui font le switch, qui deviennent entrepreneurs et en plus de ça, qui voyagent, qui s'expatrient, je ouais. pense qu'on connaît un peu tout ça. Et d'ailleurs, c'est Kevin aussi qui le disait d'ailleurs que j'ai rencontré aussi. Il disait ça aussi, qui était dans cette vision en mode non mais faire de l'argent c'est pas bien, etc. Et on l'a tous connu. Et moi-même mes parents, moi je me rappelle combien de fois mes parents se séparaient donc même beau-père, combien de fois il avait dit c'est ça riche, tu vois, enfin voilà, combien de fois. Et tu vois aujourd'hui, bah en fait, tu veux faire de l'argent et tout, et c'est normal. Tu vois. Ouais. Et sur quoi tu as complètement changé d'avis ces dernières années et pourquoi? Bah, en vrai, il y a plein de trucs, hein, parce que c'est important, tu te remets toujours en question. Là, j'ai envie de dire un truc, bah, parce qu'on est un peu dans la thématique sur Bali. Sur Bali, tout simplement. Parce que moi, je suis arrivé Bali, c'était un petit peu l'Eldorado, donc pareil, c'était post-Covid et tout, et je suis ultra reconnaissant. Attention, je crache pas là-dessus, par rapport à ça. Je suis ultra reconnaissant de Bali parce que c'est un petit peu ce qui m'a lancé vraiment dans l'entrepreneuriat, dans la vie de digital nomade, on peut appeler ça comme on veut. Maintenant aujourd'hui, Bali, je trouve que c'est un petit peu devenu le hub, un petit peu c'est marrant parce que pourtant j'y ai vécu et je repars pas avec une bonne image de Bali, tu vois? En mode, mais je veux pas que ça décourage les gens par contre, parce que c'est important déjà de se faire sa propre avis et lui, il a Ouais. des choses incroyables à offrir quoi qu'il en soit. Tu es C'est déjà un allé? ouais, ouais, c'est un premier pas quand tu démarres entre guillemets pour voyager, parce que tu t'es pas trop Ouais. tu pas trop, comment on dit? Défamiliarisé? Ouais, défamiliarisé, ouais. Pas Moi, je pensais le dire. tu pas trop défamiliarisé parce qu'en gros, tu beaucoup de touristes, tu as beaucoup on va dire, de jeunes de 16-18 ans qui se mettent des grosses cuites tous les jours et tu as beaucoup de soirées, de bars, et cetera. Moi, c'est vrai que j'imagine que si tu arrivé pendant le Covid, bah, en fait, tu as vu un peu la face que personne ne voit. C'était après Covid, donc c'était encore calme, mais c'était plus Covid. Mais Mais non, ouais. arrivé quand même. Moi, quand j'y été, ça m'a un peu, enfin, c'est très, très joli. J'ai bien aimé la culture et tout ça, mais par contre, le côté, bah, que des ouais, gamins de 16-18 ans qui se mettent des grosses cuites tous les jours et j'ai pas trop aimé l'ambiance en fait. En fait, c'est exactement ça. Moi, il y a ce truc et en plus, tu vois de plus en plus sur les réseaux, lorsqu'on on se voit plein de gens d'entrepreneurs qui sont à Bali, etc. D'entrepreneurs, parce que tu connais la réalité, il y a combien de gens qui arrivent là-bas, qui vivent du chômage finalement, et qui font croire qu'ils ont une vie de ouf et tout machin, qui vivent largement au-dessus de leurs moyens, ils font rien à part juste dépenser toute leur thune, tu vois. Et ils s'inventent une vie et voilà, et c'est tout. Ouais. C'est un petit peu ça, j'ai changé là-dessus. J'ai plus du tout le même regard sur Bali aujourd'hui. J'ai même plus envie d'y retourner, tu vois. Mm. Et si tu pouvais mettre un fond d'écran sur les ordinateurs de tous les ordinateurs de la planète, ce serait quoi? Dans le podcast Paradoxe, il y a une question qui est un peu similaire. En gros, si tout le monde pouvait voir une affiche, qu'est-ce qu'il mettrait? Et je voulais partager du coup, parce que je trouve ça c'est super intéressant. C'est tu mettrais l'image de quelqu'un que tu n'aimes pas dans une situation qui le rend profondément touchant, vulnérable. Je m'explique. Par exemple, je sais pas moi, je sais rien, moi t'aimes pas Donald Trump, Donald Trump, tu lui chies dessus, etc. Bah tu mets une image de lui en train d'aider un enfant, tu vois, de lui apporter de l'eau, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est un truc qui est obligé de te sensibiliser. C'est un truc que même si le mec à la base tu l'aimes pas,
t'es obligé de te dire, ah, il y a quand même un espoir, tu vois. Il y a quand même un truc, il y a quand même une touche d'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Même, en fait, de rendre quelqu'un qu'à la base que t'aimes pas, de le mettre dans une situation qui fait que tu ne peux pas ne pas être touché par cette situation, tu vois. Et te dire, en fait, ouais, ok, d'accord. Bon, peut-être que, du coup, ton jugement, il est plus fort que ce que est la réalité, tu vois. Si vous êtes encore là dans l'épisode, commentez Pikachu pour nous faire savoir que vous êtes des vrais, pour nous prouver que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on envoie les gens, du coup? Ouais, bah, sur Instagram, en vrai. Instagram, Le canal Instagram, coach bras cassé. bras cassés. Pas coach Pikachu, hein, coach bras cassé. Et est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier truc à dire à l'audience ou Bah, écoutez, moi, question, c'est, est-ce que tu es heureux? Quel est ton niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10? Et en fonction de ta réponse, fais-toi tes propres conclusions et fais quelque chose pour que ton échelle du bonheur elle soit la plus haute possible. commentez votre niveau de bonheur dans les commentaires. Pikachu bonheur. et votre niveau de bonheur. Et bah merci en tout cas d'être intervenu dans ce podcast. Merci à toi. Je te dis à très vite. Yes. Peace. Alors la vraie question de cet épisode, c'était simple. Est-ce qu'on est vraiment obligé de tout sacrifier pour réussir dans son business? Est-ce qu'on doit forcément éteindre des feux de sa gazinière? Après cette conversation avec Clément, ma réponse perso, c'est non. On peut trouver un équilibre, sauf qu'il y a un piège. Quand vous démarrez votre business, il faut charbonner sérieusement, mais plus vous mettez votre énergie en mode focus, plus vite vous allez accélérer et avoir des résultats. C'est mathématique, 1 heure ultra concentrée vaut plus que 5 heures dispersées à faire 15 trucs en même temps. Donc même si vous êtes salarié et que vous pouvez dégager que 5 ou 10 heures par semaine, c'est jouable, à condition que ces heures elles soient focus comme un laser, pas comme un arrosoir qui va dans tous les sens. Moi perso au début j'ai fait l'erreur de bosser vraiment tranquille, peinard, que quelques heures par-ci, quelques heures par-là en mode tranquille sans vraiment être concentré comme un laser. Et c'est justement en discutant avec Stan Lelo un jour que j'ai eu mon déclic. Stan m'a expliqué qu'au démarrage, lui il bossait 7 jours sur 7, focus à 100%. Et là j'ai compris que le temps que vous mettez compte, c'est aussi important, mais l'intensité du focus pendant ce temps-là ça compte encore plus. Mais une fois que vous atteignez ce palier, c'est là que ça devient intéressant parce qu'à partir de là il y a 2 types de profils. Soit vous voulez créer un empire comme moi et dans ce cas-là, vous charbonnez autant que vous voulez et ça peut durer pendant des années, il n'y a pas de problème. Soit vous voulez juste un lifestyle business, c'est-à-dire juste chiller, pouvoir profiter de votre famille, de vos amis, un truc qui tourne tout seul. Et dès que ça fonctionne, vous pouvez ralentir et juste maintenir ce niveau-là. Mais mon vrai takeaway de cet épisode, c'est ça. Visez toujours plus haut que ce dont vous avez vraiment besoin. Par exemple, si vous visez 5 000 euros par mois à la base, visez 10 000. Si vous visez 10 000, visez 20 000. Si vous visez 20 000, visez 100 000. C'est pas juste par amour de l'argent, mais c'est vraiment par sécurité parce que le jour où votre marché va changer, où votre niche va se fermer, où votre audience va se déplacer, au moins vous aurez un filet de sécurité au lieu de vous retrouver dans la merde. Alors la vraie question, c'est pas de savoir combien de feux vous êtes prêt à éteindre et de tout sacrifier pour pouvoir faire fonctionner votre business, mais c'est de savoir lequel chez vous vous refusez d'éteindre quoi qu'il arrive. C'est quoi le truc le plus important pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est votre santé et votre famille, votre business, vos amis? Et si dans votre réponse, le feu que vous refusez d'éteindre pour vous, c'est votre business, alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai une masterclass gratuite qui vous montre comment signer 2 à 5 clients premium par mois, sans pub, sans audience massive, sans devoir vous expatrier comme Clément ou bosser 12 heures par jour. Avec cette méthode-là, vous avez juste besoin de 30 minutes par jour, de 5 conversations qualifiées par semaine. C'est exactement le contraire de ce que prêchent les gourous du marketing. J'ai déjà accompagné plus de 217 coachs avec ma méthode et ils l'ont appliquée. Par exemple, on a Damien qui a signé pour 18 000 euros en seulement 2 semaines. On a Hervé qui pensait vendre à 500 euros maximum. Il a closé son offre dès le premier appel à 2 990 euros. Donc je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez accéder à la masterclass gratuitement et immédiatement. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.